Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Écoutez bien, le record du monde Guinness pour l'intrusion humaine la plus profonde dans la croûte terrestre est attribué au trou de forage Kola Super Deep. Sa profondeur est de 12 km. Il se situe dans une région gelée de la Russie où la température hivernale moyenne est de moins 40 degrés Celsius. Voilà qui fait vraiment froid dans le dos. Les scientifiques locaux ont commencé à le creuser dans les années 70. L'ambitieux projet était d'atteindre la profondeur de 15 km. Il s'agissait d'une démarche purement scientifique au départ pour étudier la croûte terrestre et peut-être atteindre le manteau chaud. Quand il fait si froid dehors, ce n'est pas si absurde, hein ? Jusqu'à une profondeur de 7 km, la foreuse s'est facilement adaptée à la roche granitique. Puis des couches plus denses sont venues briser la machine. Les scientifiques ont dû modifier le motif de forage. À la fin, il ressemblait à un arbre avec de nombreuses branches. Plus la foreuse s'enfonçait, plus elle devenait chaude. La température est montée jusqu'à 180 degrés Celsius. L'équipement était constamment hors service et le travail a été complètement arrêté en 1992. Si tu vois cet endroit légendaire de tes propres yeux, tu ne te rendras pas compte qu'il y a un abîme juste sous tes pieds. L'ouverture du trou dans le sol est assez petite et peu impressionnante. L'endroit est aujourd'hui abandonné, envahi par la mousse et la rouille. Mais le lieu est entouré de son lot de légendes. Selon l'un d'elles, les gens entendent des sons étranges comme des gémissements et des cris venant des profondeurs. En réalité, bien sûr, rien de tout cela n'est vrai. À l'époque, de nombreux pays étaient engagés dans l'étude de la croûte terrestre, à commencer par l'Allemagne. Les Allemands ont pris bonne note de l'expérience du forage de Kola et ont fabriqué une foreuse super technologique qui pouvait résister à des températures extrêmes. Un lieu a été choisi en Bavière à la jonction de deux plaques tectoniques. Dans un passé lointain, elles constituaient les rives d'un ancien océan. Au début des années 90, un groupe de chercheurs a donc commencé à y forer un puits. Mais déjà à une profondeur de 6,8 km, la Terre a riposté. Elle a fait dévier la foreuse de son axe vertical. Et puis la température a fait un bond surprise à 270 degrés Celsius. Tous ces problèmes ont forcé les scientifiques à s'arrêter à une profondeur de 9,1 km. En 1977, une entreprise autrichienne a commencé à forer un puits sur un site aux ressources abondantes. C'est du moins ce qu'ils pensaient. Ils ont trouvé de grandes réserves de gaz, mais un problème inattendu est survenu. Lorsque la foreuse est entrée dans la poche de gaz, le puits s'est effondré. Ils ont essayé à nouveau et fait un nouveau trou de forage encore plus grand, qui allait jusqu'à 8,5 km de profondeur, mais ironiquement, ils n'ont toujours pas pu forer dans la poche de gaz. En Suède, les attentes en matière de forage n'ont pas non plus été satisfaites. Sur le site d'un énorme cratère de 50 km de diamètre, les experts ont commencé à chercher du gaz et du pétrole. C'est le plus grand cratère d'Europe qui est sans doute apparu à cause d'une météorite. Le trou a été creusé très profond, mais malheureusement, ils n'ont rien trouvé d'intéressant. À 6,4 km de profondeur, le forage s'est arrêté. Un des puits de pétrole les plus profonds du monde est celui de Bertha Rogers en Oklahoma. Sa profondeur est de presque 9,5 km. En 1974, l'entreprise Lone Star a obtenu cet impressionnant résultat en un peu plus de 500 jours. Pendant 5 ans, c'est demeuré le forage le plus profond du monde, jusqu'à ce que le Kola Super Deep soit réalisé. Bertha Rogers aurait probablement pu aller encore plus profond. Mais le forage a soudainement heurté un gisement de soufre fondu. Il s'est solidifié autour de la tige de forage, brisant l'appareil. Si on ne peut pas atteindre le manteau de la Terre depuis le sol, eh bien, faisons-le depuis l'eau. C'est ce que visait le projet Mohole. Il tient son nom du moho, le seuil entre la croûte et le manteau, et du mohole qui signifie trou. Quoi qu'il en soit, le projet a été lancé dans les années 60 et supervisé par la Fondation nationale des sciences des États-Unis. La croûte au fond de l'océan est plus mince que sur Terre et le manteau est plus proche. Les scientifiques avaient espéré qu'un trou de forage sous-marin de 4,8 km de profondeur les y amènerait. Ils ont choisi un point dans l'océan Pacifique où le fond était à une profondeur d'environ 3,5 km. 2 phases étaient prévues pour le projet et la première a été un succès. Au total, 5 trous ont été forés, chacun ne dépassant pas 183 mètres de profondeur. Malheureusement, la deuxième phase n'a jamais eu lieu. Trop de problèmes ont été rencontrés. Donc apparemment, il n'y a pas eu de moho, enfin de trou. Aujourd'hui, les puits sous-marins sont monnaie courante. Leur principale fonction est l'extraction de pétrole et de gaz. La plateforme de forage américaine, EVA 4000, est située dans le golfe du Mexique. Cette immense structure s'élève au-dessus de l'eau à la hauteur d'un bâtiment de 20 étages. La plateforme se déplace à la recherche de pétrole à des profondeurs de plus de 1800 mètres. Et lorsqu'elle trouve un filon, elle est capable de forer jusqu'à 9,5 km dans le fond marin. Passons maintenant à l'Afrique. Là, à l'extrême sud du continent, se trouve une énorme carrière, la Kimberley Diamond Mine.
Il est facile de forer dans le sol quand on dispose du meilleur équipement, mais ce trou a été littéralement creusé à la main. Environ 50 000 ouvriers l'ont creusé sans relâche à la fin du 19e et au début du 20e siècle à l'aide de pelles ordinaires. Et non, ils ne cherchaient pas à se rendre de l'autre côté de la Terre, ils étaient attirés par l'éclat enchanteur des diamants. L'une des pierres précieuses les plus célèbres au monde, Tiffany, de 128,5 carats, a été trouvée dans la mine de Kimberley. La profondeur du trou a atteint 240 mètres. Imagine la difficulté que cela devait être de rentrer du travail. Cela équivalait à grimper 66 étages à pied. Lorsque les travaux se sont arrêtés, le fond de la fosse a été partiellement rempli de terre puis inondé d'eau. Aujourd'hui, c'est une attraction populaire auprès des touristes, et chacun d'eux espère sans doute secrètement y trouver un diamant. Avec le boom industriel, le pétrole est devenu encore plus populaire que les diamants. Et les puits de pétrole du monde entier sont de plus en plus profonds. Par exemple, en 2008, le Qatar a foré le plus long puits de pétrole à l'époque, Al-Shaheen. Il faisait 12,2 km de long. Et cela ne leur a pris qu'un peu plus d'un mois. La partie verticale du puits atteint 10,8 km. S'il s'étendait vers le haut plutôt que vers le bas, le trou atteindrait l'altitude de croisière des avions de ligne. Le record a été battu en 2012 par le puits de pétrole Z44 Shaivo. Quand ils ont mesuré sa longueur, le nouveau trou a battu celui du Qatar de seulement 91 mètres. Pour en avoir une image plus claire, chacun de ces deux puits de pétrole pourrait contenir près de 15 Burj Khalifa ou 40 tours Eiffel. Waouh! Dirigeons-nous maintenant vers le Canada et prenons de la hauteur pour avoir une vue aérienne. Tu vois ces deux énormes trous? Si tu ne savais pas qu'il s'agit de sites d'extraction de diamants, tu pourrais penser qu'une invasion extraterrestre s'est produite pendant que tu dormais. Cet endroit énorme se trouve sur l'île du lac de Gras, non loin du cercle polaire arctique. C'est une ville à part entière avec des bâtiments industriels et administratifs, une chaufferie, des logements pour les ouvriers et même une piste d'atterrissage. En 2018, le plus gros diamant d'Amérique du Nord a été trouvé ici. Il pesait 552 carats. En plus des diamants et du pétrole, les entrailles de la Terre recèlent beaucoup d'autres choses utiles. Le cuivre en est une. Filons en Utah pour admirer la mine géante de Bingham Canyon. Le cuivre y est exploité depuis plus d'un siècle. La largeur de cette carrière atteint 3,2 km et elle est profonde de 800 mètres. Imagine à quel point un vol en parapente serait époustouflant au-dessus de cette puissante structure. Mais le plus grand trésor de la planète est bien sûr l'eau douce. Et pour l'atteindre, on creuse aussi profond qu'il le faut. Le puits d'eau le plus profond du monde se trouve en Grande-Bretagne. Il a été creusé à la main au 19e siècle. Les gens ont continué à creuser tant qu'ils n'accédaient pas à l'eau et ils ont ainsi atteint une profondeur de près de 400 mètres. Quand l'eau a fini par jaillir du sous-sol, les ouvriers ont à peine réussi à s'échapper du puits. Beaucoup d'entre nous passons une grande partie de nos vies sous terre. En tout cas, tous ceux qui prennent le métro. La station de métro la plus profonde du monde se trouve à Kiev, en Ukraine. Il faut plus de 5 minutes pour que l'escalator te descende sur le quai. Après tout, il faut s'enfoncer de près de 105 mètres. Parfois, la nature décide de creuser quelque chose profondément par elle-même. La fosse des Mariannes est sans doute le point le plus profond de l'océan. Son plancher, appelé le Challenger Deep, se trouve à 11 km sous le niveau de la mer. La lumière du soleil n'y parvient jamais. La pression en bas est plus de 1000 fois supérieure à celle de la surface. Si tu décides d'y plonger, tu devras dépenser 4 heures de ton temps et beaucoup d'argent pour acquérir tout l'équipement nécessaire. Les scientifiques y ont même trouvé des montagnes. D'ailleurs, si l'Everest était placé au fond de la fosse des Mariannes, son sommet ne dépasserait pas de la surface. Et pour finir, une petite énigme. Peut-on creuser dans l'eau? La réponse est oui, si elle est sous forme de glace. L'observatoire de Neurin en Antarctique l'a fait en creusant des trous de forage jusqu'à 2,4 km de profondeur en utilisant de l'eau chaude. Les filaments des détecteurs optiques y passent et capturent des particules élémentaires, les neurines. En fait, il s'agit d'un télescope qui n'est pas dirigé vers le haut, mais vers le bas dans la glace. Mais cela est une toute autre histoire. En mai 2015, David Hall a attrapé son détecteur de métaux et est parti chercher de l'or. Il a choisi l'endroit parfait pour cela. Maryborough, près de Melbourne, en Australie, était le lieu privilégié des antipodes pendant la ruée vers l'or du 19e siècle. Le détecteur a bipé, montrant qu'il y avait quelque chose de précieux enfoui dans le sol. David a découvert une roche rougeâtre et très lourde, avec une surface étrange et bosselée qui reposait dans de l'argile jaune. Comme il s'est avéré plus tard, cette découverte était effectivement inestimable, mais seulement pour la science. David a ramené la pierre à la maison, espérant pouvoir l'ouvrir et y trouver une pépite d'or. Il a essayé une scie à roche, une meuleuse d'angle, une perceuse et a plongé la pierre dans l'acide. Rien n'a fonctionné. Même une masse de chantier n'aura pas fait l'affaire.
Quelques années plus tard, il a décidé d'emmener la pierre au musée de Melbourne, pour enfin découvrir de quoi il s'agissait vraiment. Il s'est avéré que c'était une météorite et d'un genre rare. Le géologue qui travaillait au musée était aux anges, après des années passées à examiner des milliers de cailloux que les gens pensaient être des météorites. Il avait finalement mis la main sur l'objet de toutes ses convoitises. L'origine spatiale de la roche explique pourquoi elle était si exceptionnellement lourde, avec ses 17 kilos. Elle contenait des formes denses de fer et de nickel, et ces éléments pèsent beaucoup. Elle avait obtenu sa surface bosselée lorsqu'elle avait commencé à fondre en traversant l'atmosphère terrestre. Les chercheurs ont baptisé la météorite Maryborough d'après le lieu où on l'avait trouvée et ont utilisé une scie à diamant pour l'étudier de manière plus approfondie. Ils ont prélevé une tranche de la roche spatiale et ont vu de minuscules gouttelettes cristallisées de minéraux métalliques tout le long de celle-ci. Ces minéraux se sont formés durant les premières années de notre système solaire. Cela signifie que l'invité spatial avait environ 4,6 milliards d'années. Les chercheurs ne sont toujours pas tout à fait certains de la provenance de cette météorite ou de combien de temps elle a passé sur Terre, mais ils ont quelques suppositions. Notre système solaire était autrefois un mélange tourbillonnant de poussière et de chondrites. La gravité a fait son travail et a formé des planètes, mais il y avait des restes, et la plupart d'entre eux ont fini dans une immense ceinture d'astéroïdes. La météorite Maryborough a probablement fait un détour depuis la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Elle en aura été éjectée par des astéroïdes se percutant les uns les autres pour décider un beau jour de s'écraser sur Terre. La datation au carbone indique que cette roche spatiale a séjourné sur Terre entre un siècle et un millénaire. Il y a bien eu des observations de météores au XIXe siècle qui pourraient correspondre à son arrivée spectaculaire. Les scientifiques affirment que la météorite Maryborough serait encore plus rare que l'or. Il ne s'agit que de la 17e météorite jamais découverte dans l'état australien de Victoria et de la deuxième plus grande. Dans les années 80, un certain David Mazurek du Michigan a décidé d'acheter une ferme non loin de Mount Pleasant. La nouvelle propriété était assortie d'un étrange bonus, un gros rocher qui maintenait la porte de la grange ouverte. Le fermier a expliqué que ce rocher était une météorite et qu'elle était littéralement tombée du ciel dans les années 30. Lui et son père ont découvert le cratère laissé par la météorite et ont déterré cet invité d'outre-espace, qui était encore chaud, et ils ne lui ont pas trouvé de meilleur usage que de servir à caler leur porte. Après tout, que peut-on faire d'autre avec une météorite ? Le nouveau propriétaire a pu conserver cette cale peu conventionnelle et a dû en devenir assez friand. Lorsqu'il a déménagé dans une nouvelle maison, il a emporté le rocher avec lui et l'a utilisé à la même fin pendant encore 30 ans. Parfois, David laissait ses enfants l'emporter à l'école, ce qui a dû leur valoir quelques 20 faciles en physique et en astronomie. Il a alors entendu dire que d'autres habitants du Michigan découvraient et revendaient des morceaux de météorites pour des sommes d'argent mirobolantes. Comme son morceau pesait pas moins de 10 kilos, il a décidé de l'emmener à l'université de Central Michigan pour en connaître la valeur. Une professeure locale de géologie commençait à se lasser de pareilles requêtes. Pendant environ 18 ans, elle avait dû expliquer aux gens que les roches qu'ils lui avaient apportées étaient tout sauf des météorites. Mais cette fois-ci, elle a eu l'impression d'avoir bel et bien touché le gros lot. Elle a analysé la roche et déterminé qu'il s'agissait d'une météorite composée de fer et de nickel. Il s'est avéré que c'était la 6e plus grande découverte de ce genre dans le Michigan, et l'échantillon le plus précieux avec lequel elle ait jamais travaillé. On en a envoyé une tranche pour une autre série d'examens à la Smithsonian Institution de Washington, D.C., et bientôt tout était confirmé. Il s'est également avéré que la météorite était un morceau d'un ancien système solaire. Le Smithsonian et un autre musée du Maine ont offert une coquette somme d'argent pour la roche spatiale. Mais Mazurek a préféré céder sa météorite à l'Abrams Planétarium de l'Université d'État du Michigan pour 75 000 $. Il a généreusement partagé 10% de cet argent avec le département de la Terre et des sciences atmosphériques de l'Université de Central Michigan, où avait été confirmée la véritable nature de la roche. Espérons que l'argent qu'il a gardé pour lui était suffisant pour acheter une nouvelle cale. Alors que certains utilisent des météorites comme butoir, des scientifiques ont trouvé un moyen de les employer pour extraire de l'oxygène de l'eau sur Mars. Voyager vers la planète rouge est impossible sans oxygène. Nous en aurions besoin à la fois pour respirer et pour alimenter nos fusées en vue d'un voyage retour sur Terre. Le nouveau robot, baptisé Alchemist, traque un composé capable de déclencher une réaction chimique sur Mars pour produire de l'oxygène. Ce composé est formé à partir d'éléments trouvés dans les météorites martiennes.
Cette planète présente seulement des traces d'oxygène dans son atmosphère. Mais les scientifiques ont découvert qu'il y avait de l'eau liquide sous la calotte glaciaire au sud de Mars, et encore davantage sous sa surface. Ils devaient donc trouver comment décomposer cette eau en atomes d'hydrogène et d'oxygène, en utilisant des matériaux disponibles sur la planète rouge. Le robot chimiste a donc analysé 5 météorites qui étaient soit originaires de Mars, soit similaires à sa surface. Il a utilisé un laser pour localiser de grandes quantités de fer, de nickel, de calcium, de magnésium, d'aluminium et de manganèse dans les échantillons. Ces éléments seront suffisants pour produire plus de 3 700 000 molécules, potentiellement capables de décomposer l'eau et de générer de l'oxygène sur la planète rouge. Trouver le bon algorithme pour ce processus nous prendrait environ 2000 ans, et le robot est parvenu à le faire en quelques semaines. Utilisant le composé météoritique comme catalyseur, le robot a même réussi à accomplir sa tâche à moins 37 degrés Celsius sur Terre. Et il a accompli cela sans la moindre assistance humaine. Maintenant, la question est de savoir si cela sera possible sur Mars, où la composition atmosphérique, la densité de l'air, l'humidité, la gravité et autres conditions sont plus difficiles qu'ici sur Terre. D'autres scientifiques ont déjà réussi à produire de petites quantités d'oxygène pouvant servir à respirer là-bas. Un instrument de la taille d'un panier repas, embarqué sur le rover Perseverance de la NASA, a compressé et chauffé le dioxyde de carbone de l'atmosphère martienne. Il a ainsi généré de l'oxygène à peu près à la même vitesse qu'un petit arbre. Je pense que le personnage de Matt Damon dans Seul sur Mars aurait adoré toutes ces avancées en sciences spatiales. Des milliers de météorites s'écrasent sur notre planète chaque année. On estime que 95% d'entre elles proviendraient de seulement 2 sources différentes, 75% de la croûte d'un gros astéroïde et 20% du manteau d'un corps céleste encore plus grand qui se serait éteint il y a des siècles. Mais en mai 2020, des chercheurs ont découvert dans le désert du Sahara des morceaux de météorites comme ils n'en avaient jamais vu auparavant. Ils ont été identifiés comme des achondrites non groupées, un type de roche formée à partir de petites planètes fondues au tout début du système solaire. Cela fait de cette découverte quelque chose d'un peu plus ancien que la Terre elle-même. Mais contrairement à d'autres de son espèce, cette météorite était faite d'andésite, ce qui la rendait encore plus unique. Elle pourrait servir de preuve que les premières protoplanètes du système solaire et une tonne de leurs débris ont soit été détruits, soit ont uni leurs forces pour former les planètes telluriques que nous connaissons aujourd'hui. Le voyage a commencé comme n'importe quel autre. Le cargo SS Cotopaxi entame une nouvelle traversée vers la Havane, à Cuba, pour livrer du charbon. Nous sommes le 29 novembre 1925, mais pour le capitaine Meyer et son équipage, le départ du port de Charleston, en Caroline du Sud, sera le début du dernier voyage du navire. Son itinéraire passe par le triangle des Bermudes. 2 jours après avoir entamé le voyage, le Cotopaxi envoie un signal de détresse. Il a été pris dans une forte tempête tropicale et s'est renversé sur le côté. Le vent était très fort et il y avait aussi de puissants éclairs. La pluie a peu à peu rempli la cave du navire. Puis il y a eu un éclair blanc et le bateau a disparu sans laisser de traces. Plus tard, son épave est retrouvée dans le désert de Gobi qui se trouve dans une toute autre partie du monde. Les 32 membres de l'équipage, y compris le capitaine, sont portés disparus. Bien sûr, la partie concernant le désert de Gobi est fictive, mais pour l'un de ses films, Steven Spielberg a eu l'idée de faire déplacer le navire par des extraterrestres. Pourtant, dans la réalité, le navire n'a jamais été retrouvé et son équipage n'a vraiment laissé aucune trace. Il a été officiellement déclaré disparu 1 mois plus tard et personne n'a retrouvé l'épave. Cela semble être un cas classique d'événements mystérieux qui se produisent dans le triangle des Bermudes. Mais la plupart des mystères sont résolus tôt ou tard. En 2020, le Cotopaxi a en effet été retrouvé. Un homme du nom de Michael Barnett s'est installé en Floride pour étudier les épaves au large des côtes. Une épave en particulier a attiré son attention. Elle était beaucoup plus grande que les autres, et les locaux la surnommaient l'épave de l'ours. Elle se trouvait à environ 60 km de Sainte-Augustine, dans le nord de la Floride. Mais personne n'avait jamais réussi à identifier la coque rouillée. Alors Michael a commencé à faire un travail de détective. Il a mesuré la taille de l'épave et a commencé à travailler sur toutes les informations qu'il a pu glaner. Il a fait des recherches dans des centaines de vieux journaux, a feuilleté les dossiers d'assurance et a examiné les artefacts trouvés sur l'épave. Après des centaines d'heures de travail acharné, Michael en était désormais persuadé. C'était bien le Cotopaxi.
Mais quelques années auparavant, une rumeur avait circulé selon laquelle ce même navire avait été retrouvé au large des côtes de Cuba. Les gardes-côtes avaient retrouvé l'épave d'un cargo de la même taille qui ressemblait beaucoup à celui qui avait été perdu en 1925. Michael était convaincu qu'il se trompait, alors il s'est associé à des journalistes scientifiques et a continué à enquêter. Bientôt, ils ont découvert quelque chose qui semblait confirmer la théorie de Michael. Des plongeurs ont trouvé des valves en laiton avec les lettres SV dans l'épave du navire. Michael a suggéré que ces initiales faisaient référence à la Scott Valve Manufacturing Company. Le siège de cette société se trouvait dans le Michigan, non loin de l'endroit où le Cotopaxi avait été construit. La société avait probablement fourni des pièces pour le Cotopaxi. L'énigme semblait donc résolue. L'épave de l'ours était en fait le cargo manquant. Mais Michael devait encore découvrir pourquoi le navire avait coulé. Quelque chose de mystérieux est-il vraiment arrivé au Cotopaxi dans le triangle des Bermudes ? Plus tard, Michael a retrouvé le témoignage du charpentier du navire parmi de vieux papiers. Le charpentier affirmait que les écoutilles couvrant le charbon du navire étaient dans un état désastreux avant le naufrage. Les travaux de réparation des panneaux n'étaient pas terminés avant que l'équipage n'ait reçu l'ordre de partir pour Cuba. Donc si les panneaux d'écoutille étaient encore endommagés pendant le voyage, l'eau aurait pu facilement s'infiltrer à bord. Cette eau a probablement inondé la cale pendant la tempête tropicale. C'est sans doute la véritable raison pour laquelle le Cotopaxi a coulé. Il n'y avait vraiment rien de mystérieux là-dedans, juste une erreur commise par des gens ordinaires. Ce n'est là qu'un exemple parmi des dizaines, voire des centaines de navires et d'avions disparus dans le triangle des Bermudes. On ne sait toujours pas expliquer certains de ces incidents. Il semble qu'il y ait vraiment quelque chose de bizarre qui se passe là-bas. L'un de ces événements étranges s'est produit en 1948. Un avion de ligne se dirigeait vers Miami depuis San Juan, Porto Rico. Il a disparu dans la même zone que le Cotopaxi. Les 32 personnes à bord ont disparu sans laisser de traces. Le ciel était pourtant dégagé pendant tout le vol, mais les experts pensent que lorsque l'avion se trouvait à environ 75 km de la côte, il a pu être frappé par un fort vent qui l'a fait dévier de sa trajectoire. Des années plus tard, un avion similaire a été retrouvé dans la région du triangle des Bermudes. Mais comme personne n'a pu établir l'immatriculation, il était impossible de dire avec certitude s'il s'agissait du même aéronef. Un événement encore plus étrange s'est produit peu de temps avant, en 1945. 5 avions ont disparu en même temps. Des pilotes stagiaires s'exerçaient à la navigation, mais quand ils ont terminé, il semble qu'ils n'aient pas pu retrouver leur chemin et qu'ils aient disparu. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont tombés en panne de carburant. Cela semble probable, mais les circonstances étaient quand même très étranges. Les stagiaires étaient supervisés par un pilote expérimenté qui avait 2500 heures de vol à son actif. Jamais il n'aurait laissé un groupe de pilotes débutants s'éloigner autant de leur base. Encore aujourd'hui, les gens débattent de ce qui aurait pu se passer. Certains insistent sur le fait que les pilotes ont rencontré quelque chose de surnaturel dans le triangle des Bermudes. Mais qui sait ? Et voici un autre événement étrange qui s'est produit là-bas et qu'aucun expert n'a jamais pu expliquer. Le voyage dans le temps. En 1970, Bruce Gernon pilotait un avion entre l'île d'Andros et la côte de Floride. Alors qu'il se trouvait à 3500 mètres d'altitude, un nuage géant est apparu devant lui. Il grossissait à vue d'œil et le pilote n'a pas eu d'autre choix que de le traverser. Dès qu'il l'a fait, l'avion a été plongé dans l'obscurité. C'était comme si le jour s'était transformé en nuit en une fraction de seconde. Soudain, Bruce a commencé à voir des éclairs de lumière blanche autour de lui. Il était si brillant qu'ils illuminaient tout le ciel. Mais il était sûr que ce n'était pas des éclairs, même s'il ne pouvait pas vraiment expliquer ce que c'était. L'avion a continué à traverser l'étrange nuage pendant près d'une demi-heure. Bruce a remarqué que le nuage avait changé de forme pendant ce temps. L'espace autour de l'avion s'est transformé en un tunnel. Puis le tunnel a commencé à se rétrécir. Bruce est devenu très nerveux alors qu'il essayait de faire face aux commandes de l'avion. Tous ses instruments et son équipement de navigation devenaient fous et l'électronique a cessé de fonctionner. Puis une lumière blanche est apparue à la fin du tunnel. Comme dans les films, l'avion s'est échappé du tunnel de nuages qui se refermait à la toute dernière seconde. Tout allait bien, mais Bruce se retrouvait maintenant dans un brouillard blanc. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Il a alors réussi à contacter le contrôle au sol. Il a été choqué lorsqu'il a appris que son avion se trouvait déjà dans l'espace aérien, au-dessus de Miami. Il semblait que quelque chose d'impossible s'était produit. Bruce devait couvrir une distance d'environ 400 km pendant le vol. Cela prenait généralement environ 1h30. Mais il avait réussi en seulement 47 minutes, presque 2 fois plus vite que la normale. Quand Bruce a atterri, il est allé vérifier la quantité de carburant restant dans le réservoir. Il s'est avéré qu'il avait également consommé beaucoup moins que la quantité normale de carburant. Peut-il y avoir une explication logique à cet avion qui voyage dans le temps ?
Eh bien, les archives montrent qu'un grand nombre de taches solaires ont été détectées à la surface du Soleil ce jour-là, et qu'il y avait un fort vent solaire. Cela aurait pu facilement rendre fous les appareils électroniques et les dispositifs de l'avion. Mais qu'en est-il du mystérieux nuage ? La côte de Floride est une zone où deux grands courants d'air se rencontrent. L'un a une pression élevée et l'autre une pression faible. Cela provoque beaucoup de nuages orageux dans la région. Mais les gens se demandent encore comment Bruce a pu couvrir cette distance aussi rapidement. Certains disent qu'une sorte de mystérieuse énergie noire a été impliquée. D'autres disent qu'il s'agissait d'une anomalie gravitationnelle qui a courbé l'espace et le temps. D'autres encore pensent que Bruce n'est qu'un imposteur. Nous ne connaissons toujours pas la vérité. Alors y a-t-il vraiment quelque chose de surnaturel dans le triangle des Bermudes ? Ou est-ce que ce ne sont que des coïncidences et des histoires inventées de toutes pièces ? La vérité est que les avions et les navires ne disparaissent pas plus dans le triangle des Bermudes que partout ailleurs dans le monde. La vie est remplie de choses étranges. Alors, pourquoi ne pas en découvrir quelques-unes ? Imaginez que vous ayez décidé de faire une promenade l'après-midi. Mais 10 minutes après le début de votre promenade, vous tombez sur des choses vraiment bizarres. Voyons si vous pouvez deviner lesquels des éléments de cette liste se sont vraiment produits, ou s'ils proviennent directement d'un monde de science-fiction. Dans un conteneur à ordures situé au coin de votre immeuble, vous trouvez un grand sac blanc, le genre que vous devriez signaler si vous étiez à l'aéroport. C'est très suspect, et oh non, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Vous osez vous en approcher, prudemment bien sûr. Vous voulez l'ouvrir, mais vous décidez qu'il vaudrait mieux le faire avec un long bâton. C'est donc ce que vous faites, seulement pour découvrir qu'à l'intérieur, il y a plus de 10 serpents vivants enroulés sur eux-mêmes. Mais enfin, qui jette un sac rempli de serpents? Même si cette situation présente un grave risque pour la sécurité de tous, elle s'est produite il y a plusieurs années en Angleterre. C'était perturbant, mais vous en êtes sorti avec tous vos doigts, donc c'est une petite victoire. Plus loin dans la rue, vous apercevez un autre animal vivant en liberté. C'est un poulet cette fois-ci. Vous regardez autour de vous pour voir si vous pouvez trouver son propriétaire, mais ce poulet semble être complètement seul. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est un remake de Chicken Run? Ou est-ce ce qu'on appelle un poulet élevé en plein air dans les zones urbaines? Eh bien, si vous avez deviné que tout cela était réel, vous avez vu juste. Ça s'est aussi produit en Angleterre, où une caméra de surveillance a saisi des images de cet étrange événement. Si vous voulez multiplier cela par plusieurs millions, alors allez voir l'île d'Oahu à Hawaï, où de fabuleuses hordes de poules sauvages se promènent partout, libres comme des oiseaux. Vous vous approchez d'un quartier bordé d'une petite forêt et décidez d'explorer un peu. Vous ne venez pas souvent ici, donc tout est un peu nouveau. Vous tombez sur une première figure qui vous fait un peu peur. Est-ce censé être Groot, des gardiens de la galaxie? On dirait bien le gardien de la forêt en tout cas, ou du moins que quelqu'un a assemblé ses branches pour qu'elles ressemblent à ceci. Mais ce n'est qu'un phénomène naturel. J'imagine que Dame Nature possède également une fibre artistique, non? En dépassant le gardien de la forêt, vous tombez sur ce qui ressemble à une petite montagne de quelque chose. Mais qu'est-ce que cela peut bien être? Est-ce fait d'argile? Vous vous en approchez de plus en plus jusqu'à ce que la masse commence à se révéler plus clairement. Vous n'arrivez pas à croire ce que vous voyez. Ce sont des centaines de kilos de pâtes. Oui, des pâtes. Ce délicieux plat italien que presque tout le monde adore. Comment quelqu'un a-t-il pu jeter une quantité aussi impressionnante de nouilles? Au vu de votre dernière rencontre, vous avez également pensé que tout cela était naturel. Probablement, un restaurant aura fait trop de spaghettis et les aura jetés après qu'ils soient devenus immangeables. Cela peut sembler dérangeant, mais c'est arrivé dans la réalité. Dans la banlieue du New Jersey, quelqu'un est tombé sur une centaine de kilos de pâtes. Le mystère de la manière dont celles-ci se sont retrouvées là-bas reste entier. L'incident des pâtes vous a un peu brisé le cœur. Mais vous continuez votre promenade. Et c'est là que vous trouvez une vieille maison abandonnée. On dirait que personne n'y a mis les pieds depuis très longtemps. Vous y voyez les objets habituels d'une maison abandonnée. Un canapé déchiré, quelques casseroles éparpillées par terre, de vieux morceaux de tissu qui traînent. Mais la surprise se trouve au sous-sol. Une fois que vous descendez, vous êtes totalement pris au dépourvu lorsque vous voyez un énorme réservoir d'eau avec quelque chose qui nage à l'intérieur. Nom d'une pipe. Cela pourrait-il vraiment être un requin? Tout à fait. Et son nom est Rosie. Récemment, un explorateur urbain est allé visiter un parc d'attractions animaliers abandonné en Australie et a retrouvé Rosie dans un bassin. Elle n'était plus en vie depuis des années, mais n'est-ce pas vraiment bizarre? De retour dans une partie animée de la ville, vous vous arrêtez devant un magasin d'électronique. Les téléviseurs en vitrine montrent certains des phénomènes naturels les plus étranges et les plus uniques au monde.
Comme vous avez vécu beaucoup de choses étranges ces dernières heures, vous restez pour regarder. Aviez-vous déjà vu un lac rose auparavant? Qui n'ait pas été pollué volontairement, bien entendu. Il y en a un au Sénégal, le lac Redba, ou lac rose, comme le connaissent les locaux, est devenu mondialement célèbre pour son éclat et sa vive couleur rose. C'est l'un des lacs les plus salés au monde, avec un taux de salinité supérieur à 40%. Et au cas où vous vous demanderiez pourquoi l'eau est rose, je vous assure que cela n'a rien à voir avec des forces surnaturelles. C'est en fait dû au niveau élevé de sel. Il y a une algue qui s'y propage et qui produit des pigments rouges. Si vous pensiez que tout cela relevait de la fiction, vous aviez tort. La chose est bien réelle, et vous pouvez vous y rendre à tout moment si vous le souhaitez. Après cette exploration, vous vous arrêtez pour acheter un burger dans un stand de rue. Une fois que vous avez fini, vous vous rendez à la benne à ordures le plus proche pour jeter vos restes. Mais, oh non, on dirait que les ordures bougent à nouveau. Vous avez déjà vu une famille de serpents ce matin. Qu'allez-vous découvrir maintenant? Avant que vous ne puissiez vous approcher davantage, un ours noir sort sa tête des ordures. Ah, vous écriez-vous avant de vous éloigner le plus loin possible. Ouf, c'était moins une. Ce n'est pas tous les jours que les gens croisent des bêtes sauvages dans les poubelles, mais c'est aussi une histoire vraie. Un éboueur a véritablement fait la rencontre d'un ours et s'en est sorti indemne. Tant mieux pour lui. En continuant plus loin dans la rue, vous tombez sur un vieux bâtiment abandonné. Comme il n'est jamais judicieux d'y entrer, c'est exactement ce que vous faites. Cet endroit vous donne l'impression d'avoir été téléporté dans l'Égypte ancienne. Le bâtiment lui-même ressemble à un vieux temple égyptien, construit en pierre de couleur sable. La première chose que vous voyez est une statue d'un pharaon, mais ensuite, vous remarquez des fours à pizza. Était-ce une pizzeria sur le thème égyptien? Vous trouvez quelques prospectus ici et là qui vous expliquent tout. Le restaurant était censé s'appeler Pizza Hut, mais au beau milieu des rénovations, l'entreprise a manqué d'argent et a abandonné le projet. Le mieux, c'est que Pizza Hut aurait trôné dans le New Jersey si elle n'avait pas fait faillite. Dommage qu'elle est fermée, n'est-ce pas? Ensuite, vous attrapez votre portable et vous vous rendez compte que vous n'avez aucune idée d'où vous vous trouvez. Vous entrez votre adresse sur Google Maps, mais avant qu'il ne vous donne la moindre réponse, votre Internet tombe en panne. Il commence à pleuvoir des cordes. Alors que vous cherchez à vous abriter de la pluie, un énorme orage commence. Heureusement, vous êtes en sécurité. Mais vous voyez quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Comme un éclair à l'envers, partant du sol vers le ciel. Est-ce même scientifique? Oui, ça l'est. Les éclairs peuvent se déplacer soit vers le bas, soit vers le haut, du ciel à la terre ou de la terre au ciel. Cela peut se produire lorsqu'il y a un objet en hauteur près de l'endroit de la décharge. Et le champ électrique de l'éclair fait voyager la lumière du sol vers le nuage, comme le disent les scientifiques. Moi, je trouve ça bouleversant. D'accord, vous n'étiez clairement pas préparé à tout ça. Alors que la tempête se calme, vous prenez un Uber pour rentrer chez vous. Plus question de marcher aujourd'hui. Pendant le trajet, votre Uber dévie de l'itinéraire. Il dit qu'il connaît un bon raccourci. En quelques minutes, vous n'en croyez pas vos yeux. Vous êtes dans un tunnel, bien en dessous du niveau de la rue, et votre chauffeur vous montre une ancienne gare de métro désaffectée. Tout comme la station de City Hall de New York, construite au début des années 1900. Elle est si belle, avec des lustres en laiton et des arches de carreaux multicolores. Vous prenez un selfie, bien entendu. Après tout, pourquoi pas? Votre Uber vous fait sortir du tunnel et vous avez la nette impression d'avoir voyagé dans le temps. Il vous dépose devant votre porte et vous poussez un profond soupir. Enfin, de retour à la maison. Je parie que vous avez vu et vécu assez d'expériences bizarres pour toute une vie. Pas vrai? Quelles étaient vos suppositions? Je parie que vous avez imaginé que la plupart de ces choses étaient inventées de toutes pièces. On dit que rien n'est jamais perdu. Et c'est vrai. Découvrons des navires figés dans le temps. Le premier est vraiment fascinant. Voici l'épave d'Anticythère. C'est un navire de commerce grec du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est situé sur la côte est de l'île grecque d'Anticythère, au point de convergence des mers Égée et Méditerranée. Environ 2000 ans plus tard, en 1900, un groupe de plongeurs grecs à la recherche d'éponges a découvert l'épave. Ils se rendaient en Tunisie, mais ont été obligés de se mettre à l'abri d'une tempête sur une île voisine. Comme ils ne pouvaient aller nulle part à cause de la tempête, ils ont décidé de chercher des éponges jusqu'à ce que le temps se calme. L'un des plongeurs a découvert l'épave du bateau à une profondeur d'environ 40 mètres. La chasse aux éponges s'est donc transformée en chasse au trésor.
Le capitaine du bateau des plongeurs a informé les autorités grecques de leur trouvaille et 2 autres navires ont été envoyés vers l'épave. L'opération de récupération a été couronnée de succès et les artefacts se trouvent désormais au Musée national archéologique d'Athènes. Ils comprennent 3 chevaux en marbre, grandeur nature, des bijoux, des pièces de monnaie et des centaines d'œuvres d'art, dont une statue colossale d'Héraclès de 2 mètres de haut. Parmi ces trésors, l'éphèbe d'Anticythère, une statue en bronze d'un jeune homme, a attiré davantage l'attention que les autres. Car l'éphèbe ne correspond à aucun modèle iconographique familier et il n'existe aucune copie connue de son type. Il tient un objet sphérique dans sa main. Les experts ont émis différentes hypothèses sur l'identité de ce personnage, mais elles ne font pas encore l'objet d'un consensus. Plus de 70 ans plus tard, Jacques-Yves Cousteau et son équipe se sont rendus dans la région et ont récupéré des centaines d'autres artefacts, ainsi que les restes de 4 personnes. Fait intéressant, ils ont aussi découvert un ensemble complexe d'engrenages imbriqués capables de prédire le mouvement du Soleil, de la Lune et de plusieurs planètes. Le mécanisme peut aussi indiquer les heures des éclipses solaires et lunaires des années à l'avance. Cette machine d'Anticythère est donc une espèce de calendrier informatique précoce. Il s'en servait pour planifier des événements importants comme les activités agricoles, les rituels religieux et les Jeux olympiques. Ces artefacts, trouvés dans l'épave d'Anticythère, font partie des découvertes les plus importantes de l'archéologie moderne. Rien que la machine elle-même a changé notre perception des limites de la technologie antique. Ce mécanisme repose sur une conception sophistiquée et a été fabriqué il y a plus de 1000 ans. Même après toutes ces découvertes étonnantes, les experts pensent que le site de l'épave demeure largement inexploré. C'est surtout à cause de son emplacement et de la configuration des fonds marins sur lesquels repose le navire. L'épave est trop profonde pour les plongeurs en scaphandre autonome, mais trop peu profonde pour utiliser un submersible. Une étude réalisée sur le fond marin en 2012 a révélé la présence d'une 2e épave, environ 245 mètres plus au sud. Il est clair que cette zone a beaucoup à offrir à l'humanité. Mais l'aurions-nous découverte si ces chasseurs d'éponges n'étaient pas allés l'explorer ? Les scientifiques ont trouvé une épave en Antarctique au fond de la mer de Weddell, 107 ans après son naufrage. Le nom du navire était l'Endurance. C'était le navire perdu de l'explorateur Sir Ernest Shackleton. Les scientifiques qui l'ont trouvé des décennies plus tard affirment qu'il faisait partie des plus grandes épaves perdues de tous les temps. C'est pourquoi ils ont filmé toute la découverte. La vidéo montre les restes de l'Endurance et prouve qu'il est encore dans un état remarquable. Il est resté à 3000 mètres de profondeur pendant plus d'1 siècle et pourtant, on dirait qu'il a coulé très récemment. L'histoire est la suivante. Le navire a été écrasé par la glace et a coulé en 1915. Shackleton et son équipage ont dû embarquer dans de petits canots de sauvetage. À partir de ce moment-là, la survie a commencé. Shackleton a réussi à mettre son équipage en sécurité. Puis, le navire a coulé. C'est une histoire assez épatante. Mais pourquoi les scientifiques ont-ils accordé tant de valeur à ce navire ? Tout d'abord, l'expédition impériale transantarctique de Shackleton naviguait pour effectuer la première traversée terrestre de l'Antarctique. Oui, l'équipage s'est retrouvé piégé dans la glace, mais l'intention était louable. Deuxièmement, le défi même de trouver l'épave était de taille. La mer de Weddell est presque toujours recouverte d'une épaisse couche de glace, cette même glace qui a fait couler l'Endurance. S'approcher du lieu présumé du naufrage est très difficile, sans parler de la possibilité de mener des recherches. Les experts ont prévu le moment où l'étendue de la glace de l'Antarctique serait la plus mince, grâce aux images satellites. Ils ont également choisi un moment où la météo était en leur faveur pour lancer une expédition. Le docteur John Shears a déclaré qu'ils ont réussi à mener à bien la recherche d'épave la plus difficile au monde en luttant contre une glace en constante évolution, les blizzards et des températures descendant à moins 18 degrés Celsius. Et c'était des conditions plutôt clémentes pour la région. Enfin, regarde comme ces poutres sont bien conservées. On peut même encore lire le nom du navire. L'archéologue marin Mensun Bunt affirme que c'est la plus belle épave de bateau en bois qu'il ait jamais découverte. Or, il a 50 ans de carrière, donc ce ne sont pas des paroles en l'air. Mais comment se fait-il que le bois n'est pas pourri ?
Le docteur Michel Taylor, biologiste polaire des profondeurs, affirme que le bois s'est peu détérioré car les créatures mangeuses de bois ne se trouvent pas dans cette région sans forêt de l'Antarctique. Les ouvriers d'une mine de charbon dans l'est de la Serbie ont découvert 3 épaves de navires qui se trouvaient là depuis au moins 1300 ans. La plus grande provient d'une flotte de l'ancien empire romain. Elle mesure environ 15 mètres de long et a un fond plat. On estime que le navire pouvait transporter un équipage de 30 à 35 personnes. En regardant sa coque, tu peux voir les marques de réparation. Cela nous donne un aperçu de ce qui se passait il y a plus de 1000 ans. Les 2 plus petits navires, quant à eux, correspondent aux descriptions de bateaux utilisés par les groupes slaves pour attaquer la frontière romaine. Ces 2-là ont été découverts sous la boue et l'argile dans le lit d'une ancienne rivière. Apparemment, à cette époque, il y avait une base romaine dans un endroit appelé Viminatium. Il est intéressant de noter que Viminatium était une capitale de province dont la population était estimée à 40 000 habitants au IVe siècle de notre ère. À titre de comparaison, elle était encore plus grande que Pompéi. La mine de charbon de Kostolac recèle bien des trésors. Les archéologues y avaient déjà trouvé des preuves d'une ancienne activité humaine et animale. Ainsi, en 2012, les experts ont trouvé les os d'au moins 5 mammouths laineux, lesquels se sont éteints il y a environ 10 000 ans. Des archéologues canadiens ont retrouvé un navire 150 ans après sa disparition dans les eaux de l'Arctique du Canada. Ce navire marchand s'appelle le HMS Investigator. Il a été acheté en 1848 pour rechercher le bateau de l'explorateur Sir John Franklin qui s'était perdu lors de l'expédition du passage du Nord-Ouest. Le HMS Investigator a donc quitté la Grande-Bretagne en 1850 pour cette opération de sauvetage. L'équipage de l'expédition, dont le capitaine était Robert McClure, a fait appareiller l'Investigator. Il a réalisé que ce qu'il cherchait se trouvait dans la dernière étape du passage du Nord-Ouest, la route maritime à travers l'Amérique du Nord. Mais avant qu'il ne puisse naviguer dans la mer de Beaufort, le navire de 122 tonnes s'est retrouvé à son tour coincé dans l'épaisse glace. L'équipage a passé l'hiver dans le détroit du Prince de Galles. L'été suivant, McClure a de nouveau essayé de naviguer jusqu'à la fin du passage. Mais la glace lui a de nouveau barré la route. Là aussi, l'équipage a été obligé de quitter le navire. La chasse aux garde-meubles est vraiment très populaire ces temps-ci. Cette activité a beaucoup attiré l'attention en raison des nombreuses émissions de télévision qui lui sont consacrées dans le monde entier. Mais il n'y a pas que les chasseurs professionnels qui peuvent toucher le jackpot avec de super trouvailles. Un couple d'Arizona voulait simplement un canapé, mais ils n'étaient pas prêts à en acheter un neuf et voulaient faire des économies. Ils ont donc participé à une vente aux enchères et ils ont fait une offre de $10 pour un vieux canapé. Comme ce meuble n'était pas en très bon état, ils ont pu l'acquérir accompagné du conteneur dans lequel il se trouvait. Et en fouillant le box, ils ont eu une sacrée surprise. Ils ont trouvé un vieil ours en peluche rempli d'argent. Ce nounours leur a rapporté environ $300 000. En 2011, un autre homme a fait une découverte intéressante en examinant le contenu d'un garde-meuble dans la vallée de San Fernando. Ce qu'il a trouvé, c'est une vieille bande dessinée intitulée Action Comics No. 1. L'homme ignorait à quel point ce magazine était précieux, jusqu'à ce qu'il l'apporte à un expert pour une estimation en bonne et due forme. Et il s'est avéré que cette bande dessinée était la première à présenter Superman. Mais pas de chance, notre ami a dû rendre la BD à son ancien propriétaire. En réalité, elle avait été dérobée à un célèbre acteur. Lui-même, un passionné de BD et de Superman en particulier. L'acteur avait signalé la disparition du magazine à sa compagnie d'assurance et aux autorités, mais personne ne savait où il était. Finalement, cette BD d'une valeur estimée à environ $1 million a retrouvé son propriétaire légitime 11 ans après avoir été volé. Un autre objet extraordinaire a été trouvé dans un garde-meuble à Melbourne, en Australie. Il s'agissait d'une Harley-Davidson 8 soupapes de 1927 avec un sidecar. D'après l'avis des experts, ce véhicule fascinant est demeuré là pendant plus d'un demi-siècle avant de refaire surface en 2015. Il a été mis en vente assez rapidement et a été acheté pour la somme faramineuse de 440 000 €. La vente aux enchères de garde-meubles abandonnés sont souvent amusantes. On ne sait jamais ce que l'on va y trouver, ni le profit qu'on pourra en tirer. Voici l'histoire d'un couple de Long Island qui, pour $100 seulement, a fait la meilleure acquisition de sa vie.
Dans leur mystérieux garde-meuble se trouvait une Lotus Esprit de 1976. Cette voiture est spéciale en raison de son design, mais aussi car c'est celle qui a été utilisée dans le James Bond de 1977, L'espion qui m'aimait. Au début, le couple n'avait aucune idée que la voiture était célèbre. Ils ont donc simplement cherché à la réparer afin de pouvoir l'utiliser. C'est vrai qu'elle avait l'air plutôt cool. En l'apportant dans un garage, ils ont découvert tout ce qu'elle avait d'exceptionnel. Rapidement, ils ont pu déterminer son origine et ils ont fini par la vendre lors d'une vente aux enchères en 2013. Son prix ? 997 000 $, soit un peu plus de 930 000 €. Un autre habitant du sud de la Californie a découvert quelque chose d'incroyable dans un garde-meuble abandonné en 2017. Son box était rempli de vidéos vintage, de consoles et de cartouches de jeux. Grâce à l'estimation d'un expert, il a appris que tout cela valait plus de 45 000 €. En 2010, un autre chanceux a payé 250 € pour un local rempli de ce qui semblait n'être que de simples meubles. Mais après avoir examiné le box de plus près, il a découvert un objet qui valait en réalité une fortune. Un piano Marshall & Wendell de 1928. Après une estimation auprès d'un spécialiste, il a appris que sa trouvaille valait entre 9 000 et 11 000 €. De la technologie spatiale dans un garde-meuble oublié ? Ce box a été vendu aux enchères en Floride. Après l'avoir inspecté, son propriétaire s'est rendu compte qu'il contenait une fusée de la NASA et un appareil de compte à rebours. Apparemment, ces objets avaient été placés là après l'abandon du programme qui devait les utiliser. Cette découverte a fait le tour du monde et on en a parlé à la télévision. Les fans de chanteurs célèbres trouvent parfois leur bonheur dans des garde-meubles oubliés. Voici l'histoire d'un box contenant les effets personnels d'Aretha Franklin. La plupart de ses affaires avaient été transportées là après un incident chez elle. Elle avait fini par abandonner ces objets. Plus tard, elle a même admis les avoir oubliés. Lors de la vente aux enchères, des sacs, des vêtements et même des reçus à son nom ont été présentés au public. Et dans un box appartenant au père de Michael Jackson se trouvaient plus de 250 enregistrements inédits du roi de la pop. Au moment de l'écriture et de la production de ses chansons, Jackson se trouvait entre deux contrats. Du coup, techniquement, personne n'en avait la propriété légale. De plus, le box contenait un grand nombre de photos du célèbre chanteur ainsi que des objets personnels appartenant à sa famille. Certains de ces objets ont été vendus aux enchères, tandis que d'autres ont été rachetés par ses parents, à grands frais. Cela prouve bien que si tu oublies de payer la location de ton garde-meuble, cela peut finir par entraîner de grosses pertes, surtout si tu es très célèbre. Toutes les choses que l'on a pu trouver dans des garde-meubles n'étaient pas inanimées, aussi bizarre que cela puisse paraître. Un homme est ainsi tombé nez à nez avec un chat lorsqu'il a visité son box pour la première fois. Inexplicablement, l'animal était là à chaque fois qu'il s'y rendait. Alors, il a fini par le ramener chez lui. Si on lui avait dit ce qu'il découvrirait dans son garde-meuble, il ne l'aurait pas cru. D'autres histoires de garde-meubles sont moins heureuses. Comme celle de cet homme qui, en 2011, pensait toucher le jackpot assez facilement s'il parvenait à voler quelques objets de valeur dans un box abandonné. Mais tandis qu'il remplissait ses sacs, un agent de sécurité a vu que la porte du box en question était ouverte. Comme il n'a entendu aucun bruit venant de l'intérieur, il a simplement décidé de verrouiller sa porte. Il pensait que le propriétaire l'avait laissée ouverte par erreur. Et le voleur est resté coincé à l'intérieur et a finalement été arrêté par la police après avoir tenté de s'échapper. Placer des objets dans un garde-meuble est souvent une bonne idée lorsqu'on a besoin d'espace chez soi, mais qu'on ne veut pas encore s'en débarrasser. Cependant, tu dois savoir qu'il y a quelques règles à respecter, car il n'est pas toujours légal, ni sans danger, de garder certaines choses dans ce genre de local. Les véhicules, par exemple. Aux États-Unis, la plupart des garde-meubles ne les acceptent que quand ils sont immatriculés, assurés et en état de marche. Et cela ne s'applique pas seulement aux voitures, mais aussi aux remorques, aux bateaux et aux camions. Tu dois donc être en possession de toutes sortes de justificatifs avant de pouvoir entreposer ton véhicule. Pour des raisons évidentes, les articles périssables sont à proscrire. Cela inclut les aliments qui doivent être réfrigérés, ceux qui ne sont pas conservés dans des récipients hermétiques, et même les aliments secs pour animaux de compagnie. La plupart des espaces de stockage refuseront ces articles car ils peuvent attirer les insectes et les rongeurs, et même favoriser le développement de bactéries et de moisissures. Tu penses peut-être que tes conserves ne poseront pas de problème. Dans la plupart des cas, elles ne seront pas autorisées non plus. Parce qu'il est impossible de contrôler la température à l'intérieur d'un garde-meuble standard,
et que certaines boîtes de conserve peuvent éclater quand il fait très chaud. Les plantes ne sont pas non plus autorisées dans ces locaux. Non seulement elles ont besoin de la lumière du soleil, mais elles peuvent aussi attirer les insectes et les parasites. De plus, certaines plantes peuvent dégager des odeurs désagréables si elles ne sont pas traitées correctement. Il est donc préférable de les planter à l'extérieur ou de les offrir si tu ne peux plus les garder chez toi. Tu n'as pas besoin d'aller au bout du monde ou dans un pays exotique pour voir des choses étranges. Il te suffit d'aller sur Reddit. Ces utilisateurs partagent des trucs bizarres et complètement fous qu'ils ont trouvés dans leur maison. Il est rare que les vieilles choses que l'on trouve dans nos maisons aient une quelconque valeur. Mais ce couple marié a vraiment gagné le jackpot. À Cleveland, dans l'Ohio, ils avaient entrepris de rénover leur maison. L'homme était en train d'arracher des planches du plafond de la cave quand il a remarqué quelque chose derrière des barreaux. C'était une petite valise verte. Il en a trouvé une deuxième dans une autre partie de la cave. Au début, les époux ont cru que les valises contenaient de vieilles cartes de baseball. Mais à la place, ils ont trouvé un trésor d'une valeur de 38 000 €. C'était en fait d'anciens billets de banque et certains étaient extrêmement rares. Cette découverte les a enchantés, mais ils n'ont pas dépensé cet argent pour se divertir. L'homme a affirmé qu'il a servi à payer l'hypothèque de leur maison. Ces gens ont été encore plus chanceux. Des habitants d'une petite ville anglaise du North Yorkshire faisaient des rénovations dans une maison. Et ils ont découvert l'un des plus grands trésors de pièces d'or anglaises du XVIIIe siècle, jamais trouvé en Grande-Bretagne. Les propriétaires avaient retiré un petit vase en argile de la taille d'une canette dans le béton au-dessous du plancher. La surface du vase était recouverte d'une fine couche de sel et à l'intérieur, il y avait environ 260 pièces d'or. La valeur estimée de ce trésor était d'environ 225 000 €. Mais tout dépendrait de la vente aux enchères. Le montant pouvait atteindre le demi-million. Un utilisateur s'est rendu dans l'immeuble où vivait sa mère. Au sous-sol, il a découvert l'énorme chambre forte d'une banque. Il y avait une porte métallique ronde et épaisse menant au coffre. Il n'a pas trouvé d'argent ni d'or, mais la chambre forte était en excellent état. D'autres utilisateurs de Reddit ont ensuite découvert comment cela pouvait arriver. Quand une banque fait faillite, elle emporte tous ses biens, à l'exception de son coffre-fort. Démonter un tel objet entraîne des frais énormes. Il ne peut pas être retiré sans un équipement très coûteux. Voilà pourquoi les banques abandonnent leurs coffres-forts dans leurs anciens locaux. Un autre utilisateur de Reddit a écrit qu'un cabinet d'avocats avait racheté le bâtiment d'une banque et transformé son coffre-fort en bureau. Comme ils n'avaient pas pu percer son mur épais pour y installer une fenêtre, ils avaient simplement accroché la photo d'une fenêtre. Un autre utilisateur a publié la découverte effrayante qu'il avait faite dans son sous-sol. Il s'agissait d'un énorme trou sombre et rempli de liquide froid. L'utilisateur n'avait pas paniqué, il avait mesuré le trou. Celui-ci ne faisait que 2,5 mètres de profondeur et était à moitié rempli d'eau. Il n'avait rien trouvé d'autre, ni pièce secrète, ni donjon. Il ne s'agissait pas d'une simple fosse, mais d'une citerne. Ce sont les utilisateurs de Reddit qui ont aidé notre ami à tout comprendre. Autrefois, on équipait les maisons de citernes afin de constituer des réserves d'eau. Ces réservoirs étaient répandus dans les zones sèches où l'on ne disposait pas d'un système d'eau courante. Ou lorsque les gens avaient peur qu'une rivière ou un réservoir soit pollué, ils recueillaient l'eau de pluie et la stockaient dans leurs citernes. Pour éviter la contamination du sol environnant, ils cimentaient leurs parois. Puis, ils utilisaient cette eau pour faire le ménage, pour le bain et la lessive. Il est même possible d'installer des filtres dans ce type de réservoir afin de rendre l'eau potable. Cet utilisateur a trouvé quelque chose d'étrange, non pas dans sa maison, mais dans le sous-sol du bureau où il travaillait. Dans une pièce sombre en béton, parmi tout le bric-à-brac, il a vu une porte en fer rouge menant vers l'inconnu. « N'ouvrir en aucun cas » était-il écrit sur sa surface froide. Il n'y avait ni cadenas, ni serrure, seulement des boulons. L'utilisateur aurait pu facilement l'ouvrir, mais il ne l'a pas fait. Oserais-tu ? En fait, cette porte n'était pas du tout effrayante, mais elle était assez dangereuse. Il s'agissait d'un local de transformateur avec une puissance électrique très élevée. Il pouvait exploser, prendre feu ou même électrocuter quelqu'un. C'est pourquoi il avait été placé au sous-sol, loin des gens. Personne, à part les électriciens, n'avait le droit d'y accéder. Une personne a trouvé une étrange petite pièce dans le grenier de son nouvel appartement, derrière une petite porte en fer. À l'intérieur, il y avait un petit lit, plusieurs étagères et une fenêtre étroite. Apparemment, quelqu'un avait vécu ici, mais qui et pourquoi ?
il n'y avait presque aucune information à ce sujet. Imagine que tu visites une maison abandonnée et que tu vois soudain un fantôme coincé dans le mur, en train d'essayer de s'échapper. Un utilisateur de Reddit a photographié cette chose bizarre dans une telle maison. On dirait une personne qui tente de se libérer d'un mur. Bien sûr, il n'y a là rien de mystérieux, c'est simplement l'œuvre d'un sculpteur hors pair. Mais quand même, ça fait froid dans le dos. Des utilisateurs trouvent régulièrement des pièces secrètes dans leur maison, et personne ne sait à quoi elles servent ni qui y a vécu. Mais ce gars-là a trouvé un espace très pratique et extrêmement précieux. Dans l'arrière-cour de sa maison, il a découvert un abri anti-déchets radioactifs des années 60. L'endroit a l'air sympa et on s'y sent certainement en sécurité. Cet utilisateur a emménagé dans une nouvelle maison et a trouvé cette étrange porte dans l'un de ses murs. Ça ressemblait au réduit d'un chauffe-eau, mais il s'est avéré que la porte donnait sur une pièce mystérieuse. Elle était petite, mais confortable. Quelqu'un avait même mis un tapis par terre, mais il y avait une autre porte avec un verrou au fond de cette pièce. L'utilisateur a ouvert la porte et a pénétré dans une autre pièce beaucoup plus effrayante. Ses murs et son plafond étaient recouverts de plaques insonorisantes et de bâches de plastique. Il y avait aussi 3 ou 4 prises et une espèce de petit lit. Il y avait une mallette par terre, une vieille boîte en bois, des enveloppes avec des billets de différents pays et 4 petites barres d'argent. Mais la chose la plus étrange était un coffre-fort noir. L'utilisateur l'a ouvert et a trouvé plusieurs cassettes vidéo ainsi qu'une feuille de papier. « Sauve-toi » était-il écrit à l'encre noire. L'utilisateur a voulu partager le contenu des cassettes sur Reddit. Les gens ne le croyaient pas, pensant qu'il avait tout inventé. Mais ensuite, un autre utilisateur a dit qu'il connaissait l'ancien propriétaire de la maison. C'était un type ordinaire. Puis, l'utilisateur a publié le contenu des cassettes. Les enregistrements étaient assez troublants. Quelqu'un a suggéré qu'il s'agissait d'une campagne de promotion pour un film d'horreur. Mais peu après, l'utilisateur a avoué que tout cela était un canular dont il avait perdu le contrôle et qui était devenu viral. Il a décrit en détail la façon dont il avait tout mis en scène, mais les administrateurs du site ont vite tout supprimé. Terminons notre liste avec l'appartement le plus étrange qui soit. Imagine que tu te promènes dans un quartier parisien et que tu entres dans un immeuble où vivent des gens ordinaires. Tu montes les escaliers et tu t'arrêtes près d'une vieille porte. Tu appuies sur la poignée et tu entres à l'intérieur. Nous sommes en 1898 et tu participes à des fouilles à Saqqara. Cet endroit, situé non loin du Caire, regorge de tombes anciennes et de pyramides. En bon aventurier, tu espères trouver quelque chose de vraiment cool et devenir célèbre. De l'or, des manuscrits, des cartes au trésor, des momies de pharaons. Mais tu trouves un oiseau en bois. Tu es très déçu. Ça ressemble à un simple jouet. Un jouet ancien, mais un jouet tout de même. Tu es alors loin de te douter que, dans quelques années, quelqu'un affirmera qu'il s'agit en fait d'un ancien monoplan. Cet objet, surnommé l'oiseau de Saqqara, est en bois de sycomore. Il a une envergure d'à peine 18 cm et pèse environ 40 grammes. Un beau souvenir de ton voyage en Égypte, à mon avis. Il a plus de 2000 ans et est assez simple, sans plumes gravées ni aucune autre décoration. Il a cependant un bec et des yeux, ce qui le fait un peu ressembler à un faucon, l'emblème du dieu Horus. Sa queue a quelque chose d'inhabituel, elle est carrée, étrangement droite, et on dirait qu'une pièce aujourd'hui manquante venait autrefois la compléter. Nous adorons résoudre les mystères, du coup, plusieurs théories ont été avancées au sujet de cet oiseau. La première, toute simple, est qu'il s'agissait d'un objet cérémoniel. La deuxième idée est qu'il s'agissait du jouet d'un enfant né dans une famille aisée. Il pourrait s'agir d'une sorte de boomerang, très populaire dans l'Égypte ancienne. Enfin, selon une autre théorie, l'oiseau aurait été utilisé comme girouette. Mais cette théorie n'a pas été retenue, car la figurine ne présente aucun trou ou marquage, à l'exception de celui qui a été fait au musée du Caire pour la fixer sur son socle. Il n'y avait donc jadis aucun moyen de l'accrocher. Près d'un siècle après la découverte de l'oiseau, l'égyptologue Khalil Messia a proposé une nouvelle théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'un modèle de monoplan. Selon lui, il manquait à l'oiseau un empennage horizontal. Par ailleurs, ses ailes étaient placées à angle droit, comme celles des avions modernes.
Cela aurait pu servir à générer la portance aérodynamique nécessaire au vol. Le docteur Messia a également affirmé qu'il était courant à l'époque de placer des modèles miniatures d'inventions technologiques dans les tombes. Les anciens Égyptiens ont-ils vraiment inventé l'avion en 200 avant notre ère? Cela aurait beaucoup contrarié les frères Wright, que l'on considère comme les inventeurs de l'aviation. Ils n'ont effectué leur premier vol qu'en 1903. Afin de nous en assurer, il nous faudrait tester le modèle. Mais le musée égyptien ne laisserait probablement personne lancer en l'air cette précieuse pièce de collection. C'est pourquoi le concepteur de planeur, Martin Grégory, a construit un modèle similaire, cette fois en balsa, et a pu conclure que même avec un empennage horizontal, cet avion n'était pas très performant. Affaire résolue. Et non. Une chaîne de télévision n'a pas trouvé cela convaincant et a donc invité un expert en aérodynamique à construire une autre réplique de notre oiseau. Il l'a testé dans des conditions similaires à celles de l'Égypte ancienne et a été impressionné par ses capacités. Ainsi, si le prototype d'un avion a bien été inventé à l'époque des pharaons, il s'agirait d'un opart, ou objet manufacturé incongru, en français. Soit un objet anachronique, en avance sur son temps en termes de technologie ou d'histoire. Et l'oiseau de Saqqara n'est pas le seul exemple d'une telle chose. En 1901, un groupe de plongeurs a découvert la machine d'Anticythère dans une épave sous-marine près de l'île grecque du même nom. On l'a surnommée le premier ordinateur analogique du monde. Et on pense qu'elle date d'environ 100 ans avant notre ère. Le mécanisme en bronze pouvait indiquer la position du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles, ainsi que les phases lunaires, les dates des prochaines éclipses solaires, et même la vitesse à laquelle la Lune se déplace dans le ciel. Personne ne sait exactement qui l'a utilisé, ni comment ou où il a été fabriqué. Mais il est évident qu'il était extrêmement précis et bien trop avancé pour son époque. Les premières toilettes à chasse d'eau ont-elles été inventées au XXe siècle? Et non. Les Minoens de Crète et la civilisation de la vallée de l'Indus ont mis au point cette super invention à peu près à la même époque, il y a environ 4000 ans. Leur modèle de plomberie était si bien conçu qu'il a fallu attendre 2000 ans avant de voir apparaître quelque chose d'aussi performant. Une ancienne toilette minoenne a été découverte dans le palais de Knossos. Elle était équipée d'un siège de bois placé juste au-dessus d'un tunnel qui conduisait l'eau d'un réservoir vers un égout souterrain. D'autres toilettes nécessitaient un apport d'eau à l'aide de cruches. Seuls les riches pouvaient s'offrir un tel luxe. À l'époque, si tu possédais un bien immobilier, les toilettes chasse d'eau étaient le signe de ton appartenance aux plus hautes sphères. Les portes automatisées étaient une chose nouvelle en 1931. Mais la technologie qu'elles utilisent est en fait beaucoup plus ancienne. Elle date du 1er siècle de notre ère. Le mathématicien et ingénieur Héron d'Alexandrie imagina à cette époque un système capable d'ouvrir et de fermer les portes. Pour faire fonctionner son invention, il fallait allumer un feu. Un pot en laiton était placé sous le feu, à moitié rempli d'eau. Le pot était ensuite relié à des récipients qui servirent de poids. Grâce à la chaleur, l'eau se déplaçait dans les récipients qui descendaient et tiraient sur les cordes. Rien à voir avec une porte de supermarché qui s'ouvre et se ferme grâce à l'électricité. La porte de Héron mettait des heures à s'ouvrir, et il n'y avait aucun moyen d'arrêter le processus. C'est pourquoi on n'ouvrait les portes qu'une fois par jour, avant que les gens n'entrent dans les temples. Cela ajoutait un peu de mystère aux cérémonies. Incroyable. Il semblerait que la toute première batterie ait été inventée à Bagdad, il y a environ 2000 ans. Un archéologue allemand a découvert une jarre d'argile de forme ovale en 1938. Les scientifiques ne savent toujours pas à quoi elle servait ni qui l'a inventée. Selon une théorie, elle aurait été utilisée pour galvaniser des objets avec des métaux précieux. Lorsqu'elle était remplie d'un acide faible, comme du vinaigre, la batterie produisait environ 1 volt. Selon une autre théorie, il s'agirait d'un récipient destiné à recevoir des rouleaux sacrés.
Que dirais-tu de lentilles de contact conçues par Léonard de Vinci? En 1508, il inventa une lentille de verre munie d'un petit entonnoir. Il n'y avait qu'à verser de l'eau à l'intérieur. Et cela améliorait la vision. Mais ce n'était pas super pratique. 100 ans plus tard, René Descartes décida d'améliorer cette idée. On dit lentilles de contact, parce qu'elles sont censées entrer en contact avec les yeux, tu vois? Ce tube de verre rempli de liquide permettait une meilleure vision. Mais il était hélas impossible de cligner des yeux. 2 siècles et demi plus tard. La technologie du verre permit aux scientifiques de concevoir des lentilles qui s'inséraient dans l'œil et permettaient même à leurs porteurs de cligner des yeux. Une belle invention. Toutefois, ces lentilles étaient fabriquées en verre soufflé et l'œil ne pouvait pas respirer. Une 50aine d'années plus tard, les concepteurs adoptèrent le plastique, plus léger, incassable et résistant aux rayures, même si les lentilles couvraient encore l'œil entièrement. Ce n'est qu'en 1948 qu'un certain Kevin Tuohy ponça une lentille en plastique et se rendit compte qu'elle restait en place même en ne couvrant que la cornée. Imagine-toi vivre dans le Londres du 19e siècle et avoir besoin d'envoyer un message à New York. Cela prenait alors une dizaine de jours. Du coup, lorsqu'en 1858 les délais passèrent de quelques jours à quelques heures, ce fut une véritable révolution. Le premier message fut envoyé par la reine Victoria elle-même, grâce à un câble télégraphique transatlantique qui passait sous l'océan. Hélas, cette invention ne survécut que quelques semaines. Et il fallut attendre des années pour qu'on puisse à nouveau s'en servir. Tu n'as pas besoin de t'envoler vers une autre planète pour découvrir de mystérieux artefacts non identifiés. On en trouve tout le temps sur la planète Terre. Prenons l'exemple de ce drôle de disque métallique. Un internaute a affirmé l'avoir trouvé dans un paquet normal de chips, saveur crème et oignon. Le disque portait un numéro de série, un poids et des informations sur son alliage gravées à sa surface. Malheureusement, il ne s'agit pas d'une pièce de monnaie ancienne, ni du prix d'un jeu concours. C'est le résultat d'un emballage défectueux. Les fabricants placent des objets en métal dans certains sachets pour tester le bon fonctionnement de leur détecteur à rayon X. C'est ainsi qu'ils empêchent les déchets métalliques contenus dans les sacs, tels que des écharpes de fer ou de minuscules éléments de machinerie, de terminer dans nos chips. Idéalement, le système à rayon X devrait détecter tous les paquets contenant des objets métalliques et les retirer de la circulation. Mais il semble qu'il fasse parfois quelques exceptions. Si tu trouves quelque chose de ce genre dans tes chips, il est donc légitime de contacter les fabricants pour les aider à éviter que d'autres personnes ne courent un risque. Ils devront mener une enquête interne, réparer les détecteurs de métaux et documenter la chaîne de production. Mais la question la plus importante est manger ou ne pas manger. Les chips sont peut-être comestibles, mais il ne faut pas oublier que ce disque n'était pas tout à fait stérile lorsqu'il a atterri dans la chaîne. Mais pas d'inquiétude, les fabricants envoient généralement quelques boîtes de leurs produits et quelques bons d'achat en guise d'excuse. Et puisque nous parlons des mystères de l'emballage, sais-tu pourquoi les fabricants de chaussures placent souvent ces petits patchs dans leurs boîtes ? Dans certains cas, ils présentent simplement des échantillons des matériaux utilisés dans la fabrication des chaussures. Mais d'autres ressemblent à de petits souvenirs qui peuvent être utilisés pour agrémenter tes lacets ou comme porte-clés parce qu'ils ont un trou spécial sur le dessus ou même une petite chaînette. Par ailleurs, les médailles métalliques qui accompagnent les chaussures peuvent faire d'excellentes tirettes de fermeture éclair pour les manteaux d'hiver ou les sacs. En tout état de cause, il s'agit là d'une nouvelle opportunité pour les fabricants de chaussures de se rappeler aux bons souvenirs de leur clientèle. Si tu trouves une telle plaquette dans ta boîte à chaussures toute neuve, ne te précipite pas pour la jeter à la poubelle. Peut-être qu'un jour tu pourras la revendre aux enchères comme un rare vestige du passé. Un dé à coudre ordinaire permet de se protéger le pouce pendant la couture. Il a l'air plutôt compact et pratique. Mais qu'en est-il de cette pièce de proportion épique ? S'agit-il d'un dé à coudre médiéval pour les chevaliers, d'un outil de menuiserie ou d'un accessoire d'Halloween ? En fait, il s'agit d'un protège-doigts ancien pour égrener le maïs et s'acquitter d'autres tâches similaires. Il est doté d'un bracelet en cuir pour le fixer au poignet et d'un maillage spécial qui lui confère de la souplesse. On peut également le voir sur des gants à huîtres ou certains gants de boucher, car cet outil était utilisé pour protéger son propriétaire des objets tranchants. Ce modèle particulier a été breveté au début du XXe siècle aux États-Unis. Imagine maintenant que tu te promènes dans les bois et que tu te retrouves face à cette scène.
quelqu'un a enduit de graisse une boîte en plastique bleu, l'a attachée à un sac et a accroché le tout à un arbre. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Il s'agit d'un piège à temps de fortune. Des études ont révélé que ces mouches étaient plus attirées par les objets bleus, d'où la couleur du piège. Contrairement aux mouches ordinaires, les tans infligent des piqûres douloureuses qui peuvent provoquer des réactions allergiques et propager des maladies. Si tu veux éviter d'attirer l'attention de ces vilaines bestioles, ne porte pas de vêtements bleu vif au cours de tes randonnées. Quant au sac poubelle qui se trouve au fond, il a probablement été laissé à dessein pour jeter la boîte en plastique une fois qu'elle aura fait son office. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, n'oubliez pas non plus vos genoux. Un internaute a vu cette ceinture inhabituelle qui enserre les genoux dans un avion et l'a partagée en ligne pour comprendre son utilité. Des idées? Il s'agit d'un système de soutien du dos avec une sangle pour les genoux. Ce produit est conçu pour soulager et prévenir les tensions lombaires causées par l'avachissement et les mauvaises postures. Leurs propriétaires peuvent l'utiliser au quotidien pour s'asseoir ou conduire plus confortablement. Contrairement aux chaises ergonomiques, ce système est aussi pratique que compact. Même les astronautes de la NASA l'ont utilisé lors de missions spatiales afin d'épargner leur corps. As-tu déjà trouvé un vieux bocal de sorcière rempli d'un liquide étrange et mystérieux? Si la réponse est oui, tu sais sans doute qu'il est déconseillé d'ouvrir un vieux récipient avant d'être sûr à 100% qu'il ne présente aucun danger. Mais qu'en est-il de cette découverte déroutante? Tu parierais que cette substance blanche et duveteuse est toxique. Ne t'inquiète pas, l'inconnu n'est pas toujours synonyme de danger. Ce ne sont que quelques cocons de verre à soie. Certains les conservent en souvenir des anciennes manufactures et d'autres les utilisent comme soin cosmétique pour éliminer les points noirs et obtenir une peau éclatante. Voici un autre exemple de découverte d'une bouteille bizarroïde. S'agit-il d'un piège à génie ou d'un étrange cruchon? Eh bien, la première supposition n'est pas loin du compte, car c'est une lampe à huile. Avant que tout le monde n'ait accès à l'électricité, ces lampes pesantes et ouvragées permettaient de produire de la lumière. Certaines ont une conception plus compliquée que d'autres, car elles sont équipées de miroirs ou de réflecteurs, ou encore de détails particuliers permettant de réduire la chaleur de la flamme. Mais cette technologie reste assez basique. On met de l'huile dans le récipient et une mèche dans le bec de la lampe. Lorsque tu allumes la mèche, la flamme brûle à l'extrémité du bec. Tu peux alors transporter cette lanterne avec toi comme une petite bougie. Et tu auras tout le loisir de réfléchir à tes 3 prochains souhaits. Accroche-toi car le prochain risque de te choquer. Tu as une idée de ce que ça peut être? Une tortue préhistorique? Un bijou de haute couture? Ou un envoyé d'une autre planète? Non, ce sont les dents de la gorge d'un malaquigan d'eau douce. De l'extérieur, les malakigans ressemblent beaucoup à d'autres poissons, mais ils possèdent un ensemble unique de dents en forme de molaires, regroupées à l'arrière de leur bouche. Ces dents sont placées juste à l'entrée de la gorge et l'agencement de celle-ci varie en fonction de l'espèce et de son régime alimentaire. Cela explique pourquoi les photos de leur gorge effrayante sur Internet diffèrent légèrement les unes des autres. Il semblerait que ce schéma soit destiné à répugner les personnes atteintes de trypophobie. Mais en fait, ces dents aident à décomposer les aliments durs tels que les mollusques et les crustacés. Les malakigans trouvent généralement leur proie parmi les plus petits poissons ou les invertébrés. Bien qu'ils n'aient pas de dents à l'avant de la bouche, ils peuvent ingérer des aliments à coquilles dures au moyen de ces dents pharyngiennes. Si tu aperçois cette petite chose au bord de l'eau, ne tourne pas de l'œil et ne prends pas tes jambes à ton cou. Il n'y a aucune chance qu'ils te mordent. Que ferais-tu si tu dénichais un objet quelconque dans ton propre corps? Un utilisateur de Reddit a trouvé une boule de plastique jaune dans son oreille. Elle ne le dérangeait pas du tout et n'affectait pas son ouïe. C'est son médecin qui a fait cette découverte par hasard. Après une brève recherche, il s'est avéré que cette boule était probablement une bille d'airsoft. Mais la raison pour laquelle il l'a retrouvée dans sa propre oreille reste un mystère. Jetons un coup d'œil à cet outil. Cela te rappelle-t-il quelque chose? Peut-être s'agit-il d'une sorte d'équipement médical tombé accidentellement de la poche d'un médecin. Eh bien non, il s'agit simplement d'un bout de Lego. Bien qu'il semble assez déroutant hors de son contexte, il s'agit d'une paire de ballons rouges tenus par une figurine. Et voilà, le mystère est résolu. Aurais-tu peur de trouver ce truc en plastique hérissé de pointes dans un grenier poussiéreux? On dirait une mini planche à clous de fakir. Mais en réalité, cet objet n'a rien à voir avec la stimulation des terminaisons nerveuses. Il s'agit d'un séchoir à pointe conçu pour sécher des bouteilles ou des tasses.
Elles sont placées sur les pointes à l'envers, ce qui permet de les garder à l'air libre jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Certains prétendent que c'est un excellent outil pour sécher les bouteilles désinfectées, car il permet de s'assurer qu'elles n'entrent pas en contact avec des surfaces sales. Imagine une succession de labyrinthes sombres, profondément enfouis sous terre. Ils regorgent de périls cachés et de découvertes inattendues. Attrape ta lampe torche et laisse-nous t'emmener à la découverte des grottes les plus effrayantes jamais visitées par l'homme. La première destination sur notre liste est Cathedral Caverns, en Alabama. À l'origine, cet endroit s'appelait Batcave, mais il a été rebaptisé en raison de son aspect. Et suite à une plainte de Bruce Wayne. En l'approchant, on ne peut s'empêcher de remarquer son immense entrée de 38 mètres de large et de 8 mètres de haut. Mais cette arche grandiose n'est pour aucune entrée en matière. À l'intérieur de la grotte se trouvent certaines des plus belles formations que la nature ait jamais créées. L'une des plus célèbres d'entre elles est probablement Goliath. Une stalagmite géante de 14 mètres de hauteur pour une circonférence de 74 mètres. Parmi les autres sites étonnants à visiter, citons un homme des cavernes en équilibre au sommet d'une coulée minérale, une chute d'eau gelée et une véritable forêt de hautes stalagmites. Tu es probablement curieux de savoir comment un endroit aussi fascinant a pu se retrouver sur la liste des grottes les plus effrayantes au monde. Le truc, c'est que la taille exacte de cette grotte nous est encore inconnue, et seuls 3 km environ sont cartographiés et ouverts au public. Mais la grotte peut se montrer traîtresse de temps à autre, et c'est ce qu'elle fait. Par exemple, les producteurs du film de science-fiction de 1984, What Waits Below, ont tourné de nombreuses scènes dans Cathedral Caverns. Mais pendant le tournage, 17 acteurs et membres de l'équipe ont été intoxiqués au monoxyde de carbone et ont dû être immédiatement amenés à l'hôpital, évitant de justesse des conséquences tragiques. Mais poursuivons notre chemin jusqu'à Moaning Caverns, soit la caverne qui gémit, en Californie. Ce qui la rend particulièrement effrayante, c'est l'étrange son de respiration qui s'en dégage. Il est produit par l'écoulement de l'eau au travers d'ouvertures en forme de bouteille à la base de la grotte. Si une personne ignorant la nature de ce souffle s'en approche, cette inquiétante respiration pourrait bien l'inciter à s'éloigner au plus vite. En revanche, ces gémissements ont pu susciter la curiosité de quelques aventuriers. Et généralement, cela ne s'est pas très bien terminé pour eux. Des chercheurs ont retrouvé les restes de plus d'une centaine d'hommes préhistoriques tombés dans le gouffre de la grotte il y a environ 13 000 ans. Aujourd'hui, il est possible de faire le tour de la grotte, mais pas plus profondément qu'à 50 mètres depuis l'entrée du gouffre. Si tu te sens particulièrement audacieux, tu peux descendre en rappel. Mais il te faudra quand même ressortir en empruntant un escalier de fer forgé à l'allure gothique. Attention à ne pas glisser, ça ferait une sacrée chute. La prochaine grotte que nous allons visiter porte le nom inquiétant de Hell Hole, et elle se trouve en Virginie occidentale. Elle est suffisamment connue pour avoir inspiré quelques films d'horreur. En dépit de son nom, l'endroit est plutôt frais, mais pas moins effrayant pour autant. La température moyenne à l'intérieur de la grotte est d'environ 8 degrés, ce qui en fait un habitat idéal pour une grande variété de chauves-souris et d'autres créatures cavernicoles moins communes. À vrai dire, en hiver, la grotte abrite environ la moitié de la population mondiale des chauves-souris, dites oreillards de Townsend. Ces créatures sont en danger critique d'extinction et extrêmement vulnérables. Mais cela n'empêchera pas un frisson de te parcourir l'échine lorsque tu verras une nuée de 20 000 chauves-souris criant et battant des ailes. Bell Witch Cave est une formation relativement petite située dans le Tennessee. Et malgré son apparence anodine, elle sert de point de départ à une histoire tout aussi fantastique que proprement terrifiante. Selon la légende, au début du XIIe siècle, une famille de fermiers locaux a subi les méfaits d'un fantôme. Celui-ci faisait beaucoup de bruit la nuit, arrachait les draps des lits et s'en prenait même aux fermiers ainsi qu'aux membres de sa famille. En bout de compte, le fermier a fini par mourir et une fiole contenant un mystérieux liquide noir a été retrouvée à côté de lui. Certaines personnes ont alors cru que le fantôme était parvenu à l'empoisonner d'une manière ou d'une autre. Peu après, l'esprit s'est désintéressé de la famille du fermier.
Les habitants de la région se sont alors persuadés que le fantôme était retourné dans une grotte tout près de la ferme. Ils croyaient également que cet être surnaturel avait juré de revenir quand le temps serait venu. Aujourd'hui encore, les habitants de la région font état d'événements étranges survenus autour de la grotte. Ils sont prêts à jurer que ceux-ci sont liés aux fantômes qui narguaient autrefois cette famille. On parie que, quel que soit ton degré de scepticisme, cette grotte te fichera la chair de poule. Et voici Wind Cave, la grotte du vent, dans le Dakota du Sud. À première vue, cette caverne n'a rien d'effrayant. Pas de nuées de chauves-souris en effervescence, pas de vestiges anciens ou de gaz toxiques. Mais la grotte abrite une caractéristique géologique très rare, qui tend à faire froid dans le dos. Nulle part ailleurs dans le monde tu ne trouveras un réseau aussi étendu de filonnettes de calcite en relief, ou boxwork. Comment Wind Cave a-t-elle pu créer les conditions parfaites à l'émergence de ces veines de calcite? C'est encore un mystère. Mais ce que l'on remarque, c'est que ces veines ressemblent un peu trop à une gigantesque toile d'araignée. Même s'il ne s'agit que d'une anomalie géologique, il est difficile de regarder ce réseau sans imaginer des milliers d'araignées des cavernes se faufilant le long de ces minces fils de minéraux durcis. Laisse-nous maintenant t'emmener dans un endroit qui semble hors du commun. Il n'y a rien de mystérieux ou de dangereux dans ce lieu, mais il est assez unique en son genre. La vie à l'intérieur de cette grotte s'est trouvée isolée du monde extérieur pendant environ 5,5 millions d'années. Et cela se voit. Rends-toi compte par toi-même. En raison de cet isolement prolongé, les conditions à l'intérieur de la grotte de Mauville sont telles qu'elles n'existent nulle part ailleurs dans le monde. En dépit du manque de lumière à l'intérieur de la grotte et de la toxicité de l'air environnant, un écosystème unique y prospère. Cette grotte est située à quelques kilomètres à l'ouest de la mer Noire, en Roumanie, et a été découverte pour la première fois en 1968. Aujourd'hui, on ne peut la visiter qu'avec une autorisation spéciale. Mais même si tu t'en procurais une, les cavernes centrales sont naturellement protégées par des tunnels calcaires très étroits et des puits abrupts. Les personnes souffrant de claustrophobie ne devraient donc en aucun cas pénétrer dans cet endroit. Au fond de la grotte, l'air contient 2 fois moins d'oxygène que l'air extérieur. Il recèle en revanche beaucoup de dioxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène, ce qui signifie que c'est loin d'être l'air le plus frais que l'on puisse respirer. Il fait également nuit noire à l'intérieur de la grotte. Mais malgré, ou plutôt grâce à ce cocktail de conditions extrêmement difficiles, le site est une véritable mine d'or pour les biologistes. La vie semble y battre son plein. Dans une étude réalisée en 1996, les scientifiques ont identifié 48 espèces vivant dans la grotte. 33 d'entre elles étaient uniques à celle-ci. La plupart des créatures qui y résident sont minuscules. Elles disposent de longs membres et d'antennes qui les aident à se repérer dans les ténèbres. Elles sont complètement aveugles et dépourvues de pigmentation. Ce qui semble logique. Quel besoin y a-t-il de voir quand on vit dans l'obscurité totale? Et à quoi bon se parer de couleurs chatoyantes si personne ne peut nous voir? Maintenant, prépare-toi à explorer une autre grotte, tout aussi époustouflante mais d'un genre très différent. Il s'agit de la Cueva de los Cristales, ou Grotte des Cristaux, au Mexique. 16 cristaux massifs ont été découverts en l'an 2000 par une compagnie minière, après que toute l'eau ait été pompée hors de la grotte. 2 mineurs ont alors pénétré à pied dans la caverne asséchée et ont vu ces cristaux. Ces formations impressionnantes sont en fait d'énormes piliers de gypse cachés à 300 mètres sous terre. Les scientifiques estiment que ces cristaux pourraient avoir poussé pendant près d'1 demi-million d'années. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux sont si longs et si larges qu'on peut carrément les traverser à pied. Malheureusement, il est impossible de visiter cette merveille de la nature pour le moment. Mais c'est peut-être mieux ainsi, car la grotte des cristaux est un endroit dangereux, qui peut facilement se transformer en piège. Pendant des dizaines de milliers d'années, elle a été remplie d'eau souterraine qui, à l'origine, était poussée vers le haut dans l'ouverture par une chambre magmatique située dans les profondeurs de notre planète. Le magma présent sous la grotte maintenait l'eau chaude, mais la température de celle-ci a fini par descendre en dessous de 58 degrés. En conséquence, l'eau a commencé à se remplir de calcium et de sulfate, dont les particules ont fini par se recombiner pour former du gypse. C'est alors que des cristaux de couleur blanche ont envahi la grotte, et comme ils sont restés sous l'eau, ils ont pu continuer à croître.
Bien que tout le monde se rassemble, je vais vous parler du Manananggal, une charmante créature mythique du folklore philippin. On la décrit souvent comme une femme qui aime dévorer les femmes enceintes endormies. Mais accrochez-vous bien. Pendant la journée, elle est toute pimpante et a l'air d'une vraie poupée. À la nuit tombée, toutefois, elle dissocie son buste de ses jambes et déploie ses grandes ailes de chauve-souris pour s'envoler dans l'obscurité à la recherche de victimes. Et elle ne s'arrête pas aux femmes enceintes, non. Elle se sert parfois de sa beauté pour égarer les hommes et les emmener dans sa cachette secrète, où elle se régale de leur cœur, de leurs intestins et autres organes internes toute la nuit. Si vous rencontrez un jour le Manananggal et que vous voulez l'empêcher de rattacher son corps avant le lever du soleil, il vous suffira de saupoudrer ses jambes de sel, de cendre ou d'ail écrasé. Plutôt facile. Alors gardez un œil sur cette merveille et n'oubliez pas vos gousses d'ail. Maintenant, écoutez ça. Il existe dans le folklore allemand une créature assez dingue, l'Alpe. En gros, c'est un vampire mélangé à un incube, et il porte un chapeau génial appelé le Tarnkap, qui lui donne toutes sortes de pouvoirs. Ce type s'attaque aux femmes la nuit en troublant leurs rêves. Il aime le lait maternel et suce le sang des hommes et des enfants. L'Alpe peut se transformer en toutes sortes de choses, en chat, en cochon, en chien, en serpent et même en papillon. Il a aussi un mauvais œil qui porte malheur et rend malade. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous protéger en cachant un manche à balai sous votre oreiller, en orientant vos chaussures vers la porte, en accrochant des fers à cheval au montant de votre lit ou en plaçant un miroir sur votre poitrine. Et si rien ne marche, laissez la lumière allumée toute la nuit et mettez-lui un citron dans la bouche si vous le surprenez en train de faire la sieste pendant la journée. Voici le Pontianak, un fantôme effrayant du folklore malaisien. La légende raconte qu'il s'agit d'une femme qui serait décédée en couche et qu'elle voudrait maintenant se venger. Mais ce n'est pas un fantôme comme les autres. Elle a de longs cheveux noirs, des ongles pointus et une robe blanche tachée de sang. Et attention, car c'est aussi un maître du déguisement. Elle peut se transformer en une véritable beauté pour attirer ses proies avant de leur arracher les entrailles. Si vous sortez la nuit et que vous entendez des cris de bébé ou des rires féminins, méfiez-vous. C'est peut-être le Pontianak qui vient vous chercher. Et si tout est silencieux, c'est peut-être qu'elle est juste au coin de la rue. Alors restez vigilants et ne vous laissez pas séduire par des femmes trop belles. Saviez-vous que selon la légende irlandaise, chaque famille a sa propre banshee? Apparemment, cette créature pousse un cri perçant lorsque l'un des membres de la famille est sur le point de mourir. Pas très subtil comme avertissement. Mais ne vous laissez pas tromper par ce cri sinistre. Cette banshee est réputée être d'une beauté à couper le souffle, avec ses longs cheveux flottants et des yeux cramoisis à force de pleurer. On dit aussi qu'elle porte un châle gris sur ses vêtements verts. À la fois élégante et effrayante. Pourquoi pas? Certains disent même que la banshee peut se transformer en une douce jeune fille qui prédit le funeste destin de la famille en chantant « Hé, hé, hé !» Et si cela ne suffit pas à vous donner la chair de poule, on l'aurait aussi aperçu la nuit, recroquevillé dans les bois et pleurant à chaudes larmes. Une vraie fêtarde, n'est-ce pas? Alors la prochaine fois que vous entendrez un cri à vous glacer le sang au milieu de la nuit, n'oubliez pas que c'est peut-être la banshee de votre quartier qui passe par là. Je vais maintenant vous parler du Kalupilluit. Cette créature est le croque-mitaine de l'Arctique. Elle vit près de la banquise et a la réputation d'attraper les enfants qui s'approchent trop près de l'eau. Mais ne vous inquiétez pas, ce mythe n'existe que pour la sécurité des petits. L'aspect de cette créature varie d'une histoire à l'autre, mais il y a quelques points communs. Sa peau est verte et visqueuse, ses cheveux et ses ongles sont longs. Ses mains sont palmées et elle porte une doudoune en plume d'eider. Et attention à ses nageoires, l'une d'elles émet un son qui vous paralysera. Mais n'ayez crainte, vous pourrez vous en sortir. Des chasseurs inuits astucieux ont compris que s'ils demandaient au Kalupilluit de se transformer en phoque ou en baleine, ils pouvaient facilement en venir à bout et ramener une prise savoureuse à la maison. Miam. Certaines histoires racontent que ces créatures utilisent les enfants kidnappés pour prendre soin de leurs magnifiques cheveux. Un peu d'après-shampoing. D'autres disent que les enfants sont simplement dévorés ou servent de carburant à la jeunesse Kalupilluit. Mais voici une piquante anecdote. Il était une fois une grand-mère qui ne pouvait pas nourrir son petit-fils et qui demanda à un Kalupilluit de l'emmener. Les problèmes économiques de la tribu, une fois réglés,
un jeune couple partit à la rescousse du petit garçon. Ils le trouvèrent attaché à des algues, mais chaque fois qu'il s'en approchait, le calupilluite le ramenait sous l'eau. Ils attendirent donc le lever du soleil pour le détacher. Les calupilluits sont peut-être effrayants, mais ils veillent bien sur les enfants. Et qui sait, peut-être vous donneront-ils des conseils pour vos soins capillaires. Voici maintenant le monstre chevalin le plus effrayant de toute l'Écosse. Le Nukelave ou Nukalave. Ce méchant garçon a un corps sans peau, une tête 10 fois plus grosse que celle d'un humain, et son haleine empoisonnée détruit les animaux et les récoltes. Il possède également des pouvoirs maléfiques qui peuvent semer le chaos dans toutes les îles. Mais n'ayez crainte, il existe une créature connue sous le nom de Meter of the Sea, qui peut contrôler cette bête terrifiante pendant les mois d'été. Le Nukelavi trouve ses racines dans le folklore nordique et orcadien et a été documenté pour la première fois au XVIe siècle par le mystérieux Joe Ben à l'aide de manuscrits latins. Ernest Marwick, écrivain et folkloriste orcadien, pense que cette créature marine maléfique est similaire au Nauk norvégien, au Nuggle des Shetland et au Kelpie métamorphe, ou Kelpido. Alors, si vous vous promenez en Écosse et que vous rencontrez ce type effrayant, n'oubliez pas de faire appel à la Meter of the Sea. Ce gars-là est le Sud-Africain Tokoloshi. Il ressemble à un gremlin, mais crois-moi, il est bien plus méchant. Apparemment, les sorcières et les chamans peuvent l'invoquer grâce à leur pouvoir magique, mais il existe des moyens de contrôler ce fauteur de troubles. L'un d'entre eux consiste à lui donner du lait caillé. Apparemment, c'est ce qu'il préfère, et à lui dégager la frange. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez faire appel à un sorcier qui utilisera sa bonne vieille magie pour l'exorciser. Dans le folklore sud-africain, le tokolosh peut se rendre pratiquement invisible en suçant un galet. Alors si vous voulez l'éloigner de chez vous, répandez du sel béni, aussi appelé sel de tokolosh, sur les cadres de portes et les rebords des fenêtres. Ou, pour plus de prudence, mettez des briques sous les pieds de votre lit. Mieux vaut prévenir que guérir, pas vrai? Avez-vous déjà entendu parler de la chimère? Un véritable monstre. Cette femelle hybride qui crache du feu est composée de toutes sortes de parties animales. Son corps ressemble à celui d'un lion, sa tête à celle d'une chèvre, et sa queue se termine par une tête de serpent. Selon la mythologie grecque, la chimère est l'enfant de Typhon et d'Échidna, et la sœur de Cerbère et de l'hydre de Lerne. Une belle petite famille, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, notre héros Bellérophon a réglé le problème. Le roi de Lycie l'envoya combattre la redoutable chimère. Et Bellérophon était un grand héros dont les monstres avaient très peur. La chimère n'était pas de taille pour notre ami et son fidèle Pégase. Même si le roi espérait secrètement que la chimère prenne le dessus sur Bellérophon, la justice l'a emportée et elle fut finalement vaincue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu as peur du noir? Alors il y a des endroits où tu n'auras tout simplement pas envie d'aller. Les profondeurs des mines sont déjà assez effrayantes en soi, mais ce sont les histoires qui s'y cachent qui donnent encore plus la chair de poule. La mine de Ringwood, dans le New Jersey, peut sembler normale pour certaines personnes, mais pour d'autres, c'est un endroit où elles ne mettraient les pieds pour rien au monde. C'était autrefois une mine prospère avec l'une des plus grandes productions de fer du monde. Il y a plus de 100 ans, au début des années 1900, elle a été abandonnée, mais elle est toujours ouverte pour que les touristes curieux puissent y jeter un coup d'œil. À son apogée, des milliers d'ouvriers se levaient chaque jour et se préparaient à travailler dans des conditions très dangereuses. La mine était sujette aux effondrements et à divers accidents qui se produisaient régulièrement. Et malgré les risques, les mineurs étaient sous-payés. Imagine gagner moins d'$1 par jour pour être dans la saleté et sans lumière naturelle pendant la majeure partie de la journée. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle les gens l'évitent aujourd'hui. C'est plutôt parce qu'il y a eu des récits d'activités paranormales. Certains habitants affirment qu'ils ont entendu des bruits de pas et des voix provenant de l'intérieur des mines, des années après qu'elles ont été abandonnées. Certaines personnes ont vu des silhouettes se promener autour de leur maison en tenant des lanternes à la main. Quoi qu'il en soit, rien ne prouve qu'il s'agisse de quelque chose de paranormal. À l'époque, entre les années 1800 et le début des années 1900, il n'y avait pas de précautions particulières pour la santé et la sécurité. Les gens avaient besoin de travailler et la mine était un moyen rapide de gagner de l'argent. Personne ne se posait la question de savoir si être au fond d'une mine était effrayant ou non. Imagine que tu es l'un de ces ouvriers sur le point de terminer sa journée lorsque la lanterne au-dessus de toi commence à s'éteindre. Tu prends tes allumettes et essaies de la rallumer, mais sans succès.
Après un moment, tu réalises qu'il n'y a que toi en bas et que tous les autres sont partis. Tu remballes ton matériel et tu sors en suivant la guirlande lumineuse qui a été placée stratégiquement pour que personne ne se perde. Alors que tu te ferais un chemin dans l'étroit boyau, tu commences à entendre des voix venant de derrière les murs. Au début, tu n'y penses pas trop, mettant ça sur le compte de la réverbération des sons dans les mines. Mais ensuite, tu écoutes attentivement et tu réalises que ces sons semblent littéralement venir de l'intérieur des murs, qui sont trop épais pour que ça vienne de l'extérieur. Tu colles ton oreille au mur et entends quelqu'un appeler ton nom. Tu sursautes et cours vers la sortie de la mine. Cependant, les lumières vacillent et les voix sont de plus en plus fortes. Les voix s'entremêlent, créant un mélange incohérent de ce qui semble être quelqu'un qui scande ton nom. Ton cœur s'emballe et tu transpires abondamment. Tu ne sais pas vraiment où tu vas puisque tout se ressemble. Soudain, tu perçois un grondement provenant du ventre de la mine, puis le silence. Tout est noir. C'est ce que tu ressentirais si tu étais un mineur à cette époque. Mais revenons à nos histoires effrayantes. Dans le West Riding, en Angleterre, le simple nom de Hawkspeed fait peur à la communauté locale. Les habitants de Barnsley se souviennent que ce site minier a été le théâtre de l'une des plus importantes catastrophes minières de l'histoire britannique le 12 décembre 1866. Les gaz à l'intérieur ont déclenché un incendie qui a provoqué une explosion majeure. Le feu s'est propagé et a fait rage pendant plusieurs jours, détruisant les équipements miniers et les supports en bois qui avaient été construits. Finalement, environ 100 tonnes de charbon se sont effondrées dans un cratère à l'entrée du puits, le scellant définitivement. Cependant, très récemment, les gens ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Une équipe spécialisée dans les phénomènes extraterrestres a décidé d'enquêter pour essayer de comprendre ce qui s'y est passé. Ils ont exploré le site pour voir s'il restait quelque chose avec lequel ils pouvaient communiquer. Ils en ont conclu que cet endroit était effectivement bizarre, mais qu'il n'y avait pas assez de preuves pour affirmer qu'il était hanté. Au début des années 1900, il y a eu une ruée vers l'argent en Alaska, dans la partie ouest de la chaîne des Wrangell. Le district minier de Tonopah, qui est aujourd'hui un musée, faisait partie d'un parc qui abritait de nombreux bâtiments, dont une forge et un hôpital, entre autres. Bien qu'il n'y ait pas d'histoire particulière comme les précédentes, cette mine est connue pour être hantée. Il y a beaucoup de théories derrière cette légende. Certains disent que ce sont d'anciens esprits qui occupent les mines, tandis que d'autres affirment que cela vient des prospecteurs qui y travaillaient. Quoi qu'il en soit, tu peux facilement faire une visite guidée dans et autour de la zone, et même la nuit si tu es assez courageux. L'exploitation minière a toujours fait partie de l'histoire de l'humanité. Les premiers métaux à avoir été exploités sont l'or et le cuivre. Certains scientifiques ont trouvé des preuves de tuyaux en cuivre datant de plus de 5000 ans. Le cuivre a joué un grand rôle dans l'évolution de l'humanité, car il nous a aidés à nous défendre et pour le commerce. Tu as déjà entendu parler de l'expression « la chance des Irlandais » ? C'est un terme minier utilisé pendant les ruées vers l'or et l'argent dans l'Ouest américain, lorsque la chance semblait surtout sourire aux mineurs irlandais qui trouvaient les plus belles pépites. En 1863, la mine du Vautour en Arizona regorgeait d'or. Jusqu'en 1946, elle produisait des millions de minerais d'or, mais elle a fermé pendant certaines périodes. Plusieurs curieux ont décidé d'y jeter un coup d'œil pour voir si quelque chose d'étrange se passait à l'intérieur. Ils disaient avoir entendu des bruits venant d'en haut lorsqu'ils étaient à l'intérieur. Les habitants de la région les ont ensuite chassés car c'était une violation de propriété. La mine de charbon Atlas a ouvert et fermé rapidement entre 1936 et 1979 en Alberta, au Canada. Le charbon était extrait pour produire de l'électricité et du chauffage. La mine était connue pour avoir 2 puits qui étaient tous deux reliés par un tunnel à la base. Les propriétaires des mines ont décidé de construire des maisons pour les ouvriers et leurs familles car ils savaient qu'ils allaient créer de nombreux emplois. Ils ont fini par construire une école, un hôpital et une bibliothèque. Mais en 1979, la mine a fermé suite à un accident et depuis, la ville minière est abandonnée. De nombreuses personnes ont déclaré avoir vu des lumières à l'intérieur des bâtiments pourtant vides et avoir entendu des bruits étranges provenant des murs. Des choses remarquables ont été découvertes dans des mines, notamment le puissant Titanoboa.
Ce serpent géant, qui vivait il y a environ 58 millions d'années, mesurait plus de 12 mètres de long et pesait autant qu'un rhinocéros noir. Des mineurs de charbon de Colombie étaient en train de déterrer du charbon lorsqu'ils ont découvert le fossile de ce serpent géant. Au départ, ils pensaient qu'il s'agissait d'un anaconda, mais il était bien plus gros. Imagine maintenant que tu te promènes dans une mine et que tu découvres de vieilles voitures datant des années 30. En 2016, un enseignant belge parcourait une mine en France lorsqu'il a découvert les tunnels qui menaient aux voitures. On pense qu'elles ont été cachées là à une époque, mais que personne ne les avait récupérées ensuite. Même si elles sont toutes rouillées, leur valeur n'a certainement pas baissé. Si tu as toujours voulu visiter le plus grand site de plongée en eau douce du monde, il se trouve à Bonne Terre, dans une mine de plomb du Missouri. C'était une mine entièrement fonctionnelle jusqu'en 1962, date à laquelle elle a fermé. L'entreprise qui l'exploitait a tout démantelé, y compris les pompes à eau. Lentement mais sûrement, l'eau a commencé à monter et à inonder la mine. Dans les années 70, les 3 niveaux les plus bas étaient complètement submergés. Le site est alors devenu célèbre comme le plus grand lac souterrain d'eau douce du monde et a été baptisé le Billion Gallon Lake. La plupart des équipements miniers sont encore sous l'eau et il y a des dizaines de kilomètres de galeries inondées à découvrir. L'avenue des Baobabs est probablement la plus incroyable et la plus surréaliste au monde. Pour la voir, direction Madagascar. Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose de grande taille que tu puisses y trouver, puisque cette île abrite aussi d'énormes papillons comètes. Leur envergure est immense, jusqu'à 20 cm, donc tu pourras les repérer facilement. Wakachina est une véritable oasis au milieu d'un désert, avec un tas de clubs et de bars. Une activité amusante que tu peux y pratiquer est le sandboard. Assure-toi d'avoir des lunettes de protection et la bouche bien fermée. Le tunnel de l'amour à Klevan, en Ukraine, est entièrement recouvert de plantes. Certains couples croient que s'ils traversent ensemble ce tunnel de 4 km de long, leur rêve pourrait se réaliser. Mais fais attention à ce que tu souhaites, des trains passent par ce tunnel 3 fois par jour. Les Dark Hedges, en Irlande du Nord, ont un aspect un peu effrayant, notamment à cause de la légende qui entoure cette allée. Les habitants racontent qu'elle est hantée par un fantôme appelé la Dame Grise. Au fait, devine quelle série a été filmée ici. Dans le nord du Portugal, il y a une merveilleuse maison qui ressemble à un bâtiment préhistorique, presque comme une grotte, mais c'est une vraie maison. Elle s'appelle Casa do Penedo, ce qui signifie littéralement « maison du rocher », et c'est désormais un petit musée. De loin, elle ressemble à une énorme pierre et à une parfaite demeure pour une créature mystérieuse. Une autre de ces demeures se trouve en Italie, quelque part au milieu du lac d'Oresia. C'est un lac artificiel créé à la suite d'une inondation. Cet endroit est célèbre pour son église du XIVe siècle qui se dresse au beau milieu de l'eau. Et le seul moment où tu peux y aller à pied est en hiver, quand, et si, le lac est gelé. Un lac sur lequel tu peux marcher sans crainte est le lac Baïkal. Pas étonnant, situé au cœur de la Sibérie, il gèle chaque hiver. Il est si grand qu'il compte 27 îles. C'est aussi le lac le plus profond du monde, il atteint presque 1640 mètres de profondeur. En route vers des sources chaudes maintenant. Grand Prismatic Spring, dans le Wyoming, est la plus grande source des États-Unis et la 3e plus grande source d'eau de ce type dans le monde. Ne t'avise pas de t'y baigner, non seulement l'eau est bouillante, mais tu risques aussi de devoir payer une amende. Profites-en en toute sécurité depuis la rive. Le Mont-Saint-Michel en Normandie est une destination de contes de fées par excellence, si tu as toujours voulu te sentir dans la peau d'un prince ou d'une princesse. Cette magnifique citadelle est entourée d'eau, mais pas tout le temps. Tout dépend de la lune. La marée la plus haute peut être observée de 36 à 48 heures après la pleine lune. La plupart du temps, ce n'est qu'une vaste zone déserte avec quelques flaques d'eau. Un ciel nocturne avec des milliers d'étoiles est certes très romantique, mais une mer d'étoiles l'est probablement encore plus. Bienvenue aux Maldives, sur l'île de Vadou. Là, les plages scintillent de bleu la nuit, grâce au plancton bioluminescent présent dans l'eau de mer. Si les étoiles ne t'intéressent pas tant que ça, tu préfères peut-être un ciel rempli de ballons. La Cappadoce, une région de Turquie, est à l'origine célèbre pour ses incroyables formations rocheuses, mais elle attire aussi les visiteurs grâce à la merveilleuse expérience qu'elle offre en montgolfière. Pour ceux qui ont toujours voulu marcher sur les nuages quand ils regardent par la fenêtre d'un avion, bonne nouvelle, tu peux le faire en Bolivie. Ce n'est pas un nuage au sens propre, mais un très grand lac salé. Il s'appelle Salar de Uyuni et il reflète le ciel pendant la saison des pluies,
créant cette illusion d'infini et de marcher sur le ciel. En Colombie, n'oublie pas de visiter le sanctuaire de Las Lajas. Pour y arriver, tu devras traverser un pont qui semble être suspendu en l'air avec de l'eau qui coule très rapidement en dessous. Nous voilà de retour en France, à Colmar exactement, en Alsace. Regarde ces maisons, des façades colorées en bois, des canaux tout fleuris, des rues pavées, n'est-ce pas magnifique ? L'Allemagne est pleine de villes avec des petites maisons qui semblent faites en pain d'épices et Rothenburg ob der Tauber ne fait pas exception. C'est une ville médiévale presque entièrement préservée avec des dizaines de façades multicolores et d'authentiques tavernes. Elle est particulièrement magique en hiver avec ses toits recouverts de neige et ses marchés de Noël illuminés. En Islande, de nombreuses maisons ont des toits en herbe. Ces habitations sont appelées turfhouses et l'herbe qui les recouvre a de multiples fonctions. Elle ne sert pas seulement à décorer, mais aussi à protéger les maisons des fortes pluies. L'herbe pousse dans les fondations faites de pierres de lave et doit être régulièrement taillée. Au Costa Rica, sur l'île d'El Caño, il y a un ensemble d'environ 300 pierres sphériques de différentes tailles. Les locaux les appellent las bolas, ce qui signifie tout simplement les boules. Ces pierres ont une forme presque parfaitement ronde. Certaines d'entre elles sont énormes, pesant jusqu'à 16 tonnes. Elles sont faites de différents matériaux, gabbro, calcaire et grès. On pense qu'elles ont été alignées devant les maisons des chefs. Personne ne sait avec certitude d'où viennent ces boules, mais certains mythes prétendent qu'elles proviennent de l'Atlantide. Le Salto Ángel, au Venezuela, est un endroit paradisiaque. C'est la plus grande chute d'eau ininterrompue du monde. Bien plus haute que les chutes du Niagara. L'eau tombe en cascade et une grande partie s'évapore en descendant, ce qui crée l'illusion de ces beaux nuages. Si tu aimes les choses qui brillent, visite la grotte des cristaux au Mexique. Tu ne peux le faire que sous la supervision d'un professionnel, mais ça vaut vraiment le coup. Il y a de fortes chances que tu n'aies jamais vu un cristal qui fasse 2 fois ta taille. Au Maroc, il y a une ville appelée Chefchaouen, où la couleur dominante est le bleu ciel. Pas bleu foncé ni turquoise, la plupart des habitations de cette ville sont peintes dans la plus belle nuance de bleu qui soit. L'endroit n'est pas facile d'accès, il est situé dans les montagnes du Rif. Un autre endroit très bleu est l'île grecque de Santorin, qui est probablement un peu plus facile d'accès. Les habitations sont peintes en blanc, mais presque tous les toits sont d'un bleu vif. La peinture blanche sert à réfléchir la chaleur et à faire de belles photos sur Instagram. En Slovénie, n'oublie pas de visiter l'un des endroits les plus spectaculaires du monde, le lac de Bled. La couleur est vraiment bleu marine, pas de Photoshop ici. En plein milieu du lac se trouve même une petite île avec un château et quelques habitations. Pour rendre le voyage encore plus agréable, goûte un morceau de gâteau à la crème de Bled cuit selon une recette secrète. Quand tu verras une photo du lac Moraine au Canada, tu croiras probablement qu'elle a été photoshopée ou peinte par un artiste professionnel. Mais cet endroit est réel. Il combine une myriade de nuances de bleu, si belles que tu n'en croiras pas tes yeux. Bagan, la mystérieuse cité de Birmanie, a tous les ingrédients pour être un décor de conte de fées. Végétation exotique, paysages montagneux embrumés et nombreux temples que tu peux visiter à vélo ou survoler en montgolfière. Les Philippines recèlent de multiples trésors, mais certaines plages sont vraiment incontournables. La plage cachée d'El Nido est un endroit parfait pour profiter d'une relative tranquillité. La plage est protégée des bateaux et des conditions météorologiques indésirables par des criques de calcaire. Dans la région italienne de la Ligurie, il y a des dizaines de magnifiques plages que tu n'oublieras jamais. Le golfe des Poètes, à Porto Venere, est l'une d'entre elles. La plage est située au pied d'une falaise et il y a aussi des grottes sous-marines dans lesquelles tu peux te baigner. Elle s'appelle ainsi parce que la légende prétend que Lord Byron y aurait trouvé son inspiration en traversant la baie à la nage à la recherche de sa muse. La région des Cinque Terre est aussi en Ligurie et n'est pas très loin. Alors si tu as toujours voulu voir ces fonds d'écran, falaises et mer d'Italie en vrai, n'hésite pas. La légende raconte que les marins peignaient leurs maisons avec des couleurs vives pour trouver plus facilement le chemin du retour. L'île de Skye, en Écosse, pourrait être un décor parfait pour une série historique sur les chevaliers. Il y a probablement aussi des fées dans les Fairy Pools et les Fairy Glens. Le must à voir ici est le Old Man of Storr, une colline qui combine des parois rocheuses et escarpées. Pas de légende ici, mais c'est l'un des paysages les plus évocateurs et les plus photographiés de notre planète. À première vue, si tu regardes ce pont depuis la Terre, il ne semblera être qu'un pont de pierre, mais son principal secret se dévoile depuis l'eau. Le reflet du pont forme un cercle parfait qui ressemble à une sorte de portail vers un monde sous-marin caché.
Il est situé en Saxe, à quelques kilomètres de Berlin et de Dresde. Imagine la scène. Tu arrives à l'aéroport d'Hawaï un peu plus tôt et décides de te détendre dans la salle d'attente. Soudain, tu remarques une dame blonde anxieuse, vêtue d'une robe blanche, qui se tient devant une porte d'embarquement. Elle regarde la piste par la fenêtre, attendant l'arrivée de quelqu'un. Tu cherches du chocolat dans ton sac pour la réconforter. Mais il est trop tard, elle s'est volatilisée. Félicitations. Tu viens de rencontrer la demoiselle d'honneur, le fantôme attitré de l'aéroport international d'Honolulu. Et comme tout fantôme, elle a une sombre histoire. La demoiselle était tombée amoureuse d'un homme qui lui avait promis de l'épouser. Mais le rustre a préféré s'envoler pour l'étranger et n'est jamais revenu auprès de sa promise. Cette trahison lui a brisé le cœur et elle s'est suicidée. Mais son fantôme est toujours attaché à l'aéroport et elle attend patiemment le retour de son homme, tout comme le célèbre chien japonais, Hachiko, attendait son maître. Au fil des ans, la police locale a recueilli de nombreux témoignages au sujet de cette dame fantôme errant autour des portiques et autres zones restreintes de l'aéroport. De plus, cette entité aime bien traîner du côté des toilettes publiques, tout comme la Mimi Geniard de l'emblématique saga fantastique. Certains employés d'aéroport ont rapporté avoir vu des rouleaux de papier se dévider tout seuls alors qu'ils nettoyaient des toilettes vides au beau milieu de la nuit. Et dans certains cas, les sièges des toilettes se sont rabattus en claquant et la chasse d'eau s'est déclenchée toute seule. Toutefois, ce phénomène ne devrait surprendre personne, puisque de nombreuses toilettes d'aéroport sont équipées d'une chasse d'eau automatique. Hélas, cette légende urbaine ne nous éclaire pas sur la façon de libérer ce fantôme au cœur brisé. Mais l'histoire nous rappelle au moins qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de se livrer à des promesses. Et tant qu'on parle d'effrayantes dames en blanc, l'aéroport international de Kempegowda, en Inde, a aussi la sienne. Un pilote a un jour remarqué une femme bizarre en sari blanc sur la piste d'atterrissage. Il a appelé les employés de l'aéroport pour leur demander de l'aide. Mais elle a disparu au moment où le personnel est arrivé sur place. De nombreux témoins auraient vu le même fantôme dans d'autres parties de l'aéroport. La dame entrait les gens dans le terminal de fret, sur les escaliers roulants et jusque dans le parking. Selon les médias, personne ne connaît ses antécédents ni la raison de sa présence ici. Peut-être que ses bagages ont été perdus et qu'elle essaie juste de les récupérer. Aujourd'hui, l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok est l'un des plus fréquentés au monde. Mais cela n'empêche pas cette plaque tournante du transport aérien de détenir également le titre de lieu le plus hanté de Thaïlande. Bien que l'on ait tendance à imaginer quelque chose de vieux et de poussiéreux lorsque l'on entend le mot « hanté », l'aéroport Suvarnabhumi est relativement neuf. Il a commencé à fonctionner en 2006. Mais il s'est avéré que le terrain situé sous l'aéroport était autrefois un ancien site funéraire. Les ouvriers ont dû drainer un marais surnommé Cobra Swamp afin de préparer le terrain à la construction. Et, dès les premiers jours de travaux, des événements mystérieux ont commencé à se produire. Des gémissements, des cris d'épouvante et même de la musique ancienne sont sortis de nulle part. Certains ouvriers ont refusé de poursuivre les travaux, trop effrayés par ces forces occultes. Les habitants des environs pensaient qu'ils avaient irrité les esprits endormis sous ce nouvel aéroport. C'est pourquoi 99 moines thaïlandais ont été invités à y accomplir un rituel. Ensemble, ils ont chanté 9 semaines durant pour éliminer toutes ces mauvaises ondes. La cérémonie était presque terminée, lorsque soudain, un homme a interrompu les moines, se disant possédé par l'une des entités locales. Son message était clair. Vous devrez consacrer une véritable maison aux esprits, si vous voulez garantir le bon fonctionnement de votre aéroport. Ce disant, il s'est évanoui. Plus tard, l'homme a repris conscience comme si de rien n'était. Les autorités aéroportuaires ont décidé de répondre à cette mystérieuse requête. Ces maisons des esprits font partie des croyances traditionnelles thaïlandaises. Les propriétaires terriens construisent de jolis petits sanctuaires pour nouer des liens d'amitié avec les forces invisibles qui pourraient habiter leur lopin de terre. Si tu te retrouves un jour à l'aéroport de Bangkok, n'oublie pas de jeter un coup d'œil à cette maisonnette. S'y trouve aussi le barattage de la mer de lait, une sculpture remarquable illustrant un ancien mythe hindou. Elle se raconte l'histoire des divinités de la lumière et de l'obscurité, travaillant de concert pour obtenir l'amrita, le breuvage de l'immortalité. Voici un autre exemple des raisons pour lesquelles tout le monde devrait réfléchir à 2 fois avant de construire un important centre logistique sur un terrain douteux.
Bienvenue à l'aéroport international de Denver, qui serait l'un des aéroports hantés les plus célèbres au monde. Il se dresse sur une parcelle isolée qui était considérée comme sacrée par ses anciens résidents, selon divers témoignages. Dès le début de la construction de l'aéroport, les gens ont commencé à signaler les nombreux problèmes et incidents étranges qui s'y déroulaient. Aujourd'hui, ce lieu attire de nombreux chasseurs de mystères, et le nombre de légendes urbaines autour de l'aéroport se multiplie. Certains enquêtent sur le sens caché des fresques et des gargouilles locales. D'autres croient que la statue équestre géante, couleur de cobalt, située devant l'aéroport est hantée. C'est parce que cette sculpture, connue sous le nom de Lucifer, a coûté la vie à son créateur, Luis Jiménez. En 2006, un morceau s'en est détaché et a frappé le sculpteur alors qu'il achevait son travail. La configuration tentaculaire de l'aéroport et son emplacement isolé ont conduit certaines personnes à spéculer sur l'existence d'un bunker souterrain. Il serait même plus grand que certaines villes réelles, comme San Francisco par exemple. Mais le porte-parole de l'aéroport a démenti ce mythe en expliquant que cette plateforme de transit devait accueillir au moins 50 millions de voyageurs par an, et qu'il lui fallait donc bien être immense. Notre prochaine destination pourrait inciter à regarder la série Les Langoliers, créée par le légendaire écrivain d'horreur Stephen King. Bien que ce thriller se déroule dans l'aéroport de Bangor, ville natale de l'écrivain dans le Maine, nous parlerons ici de l'aéroport historique de Chandler, situé à Fresno, en Californie. Cet endroit a beaucoup d'histoires surnaturelles à raconter, y compris des témoignages au sujet de personnes traversant le mur de l'ancien terminal. Certains passagers auraient entendu des voix désincarnées dans le restaurant de l'aéroport. Le personnel de cuisine a rapporté avoir entendu un bruit étranger alors qu'ils terminaient le ménage en fin de journée. Ils sont allés voir ce qui se tramait et ont vu une assiette se déplacer toute seule sur le comptoir, puis tomber au sol. Ce client invisible était peut-être simplement contrarié par les prix exorbitants de la nourriture d'aéroport. Et qui peut le blâmer? Tout comme l'aéroport d'Honolulu, celui de Chandler a son fantôme attitré. C'est un vieil homme qui hante la tour de contrôle. Heureusement, ce type ne dérange personne. Selon des témoins, il se contenterait de fixer la piste comme s'il regardait des avions invisibles décoller et atterrir. La légende urbaine au sujet de l'aéroport international de Savannah Hilton Head est à la fois romantique et effrayante. Voici ce qu'elle avance. Si tu atterris juste après le coucher du soleil, tu auras peut-être la chance de voir 2 fantômes le long du côté nord de la piste. La légende voudrait qu'il s'agisse des fantômes de Richard et Catherine Dodson, qui vivaient sur le terrain aujourd'hui situé sous l'aéroport. Ils ne dérangent ni les passagers, ni le personnel. On dirait qu'ils se contentent juste de saluer les arrivants. Notre liste ne saurait être complète sans l'aéroport britannique de Manchester. Ce lieu très fréquenté accueille environ 28 millions de passagers par an et héberge également quelques fantômes effrayants. Les voyageurs et le personnel ont rapporté avoir vu des figures effrayantes et des phénomènes bizarres, tels que des portes qui claquent toutes seules. Les archives de l'aéroport datant des années 70 ont révélé que certains employés de l'aéroport refusaient de se présenter seuls au terminal 3 après la tombée de la nuit parce qu'ils en avaient trop peur. Une nuit, un membre du personnel a vu une silhouette portant une casquette de pilote pénétrer dans les toilettes. Aucun vol n'étant prévu à l'arrivée ou au départ à cette heure-ci, il a donc décidé de suivre le mystérieux individu. Mais les toilettes étaient vides et les capteurs sensibles au mouvement de l'éclairage ne montraient aucune réaction à l'étrange inconnu. Certaines personnes ont rapporté s'être retrouvées nez à nez avec le fantôme d'un pilote, vêtu d'un vieil uniforme d'écolier. Il errerait généralement dans le terminal 3, l'air complètement perdu. Mais hélas, personne ne connaît son histoire avec certitude. Un autre sinistre résident de l'aéroport est le veilleur de nuit, le fantôme d'un agent de sécurité des années 60. Un ancien employé de l'aéroport aurait un jour croisé ce monsieur et essayé de lui parler. Mais le bonhomme se serait tout simplement volatilisé, laissant le brave employé sous le choc. Après cela, il a décidé de quitter son travail pour de bon. Et on peut le comprendre.